Salut David. Dis-moi, tu m'as l'air en pleine forme. Qu'est-ce que tu fais le matin? Est-ce que tu as une petite routine qui te permet de maximiser ton potentiel et ton énergie quand tu te réveilles? Bah écoute, bon ça dépend de mon agenda, mais en général, voilà, je me lève relativement tôt, vers 6h30, 7h. Je prends une douche froide, je médite et je vais faire du sport après, quand j'ai le temps. Ça dépend encore une fois de mon agenda, hein, tu sais, j'ai pas de routine fixe, ça peut varier en fait suivant l'endroit où je suis et puis voilà, ma journée. T'as découvert de vrais bienfaits dans la pratique de la méditation? Oui, alors en fait, moi j'ai pas un rapport à la méditation qui est orienté performance, mais plus un rapport, tu vois, enfin, pour moi, la méditation c'est une activité ordinaire, tu vois, pour bah, entrer en rapport avec moi et puis avec ma vie, mais si tu veux, je recherche pas un résultat, si tu veux. Parce que je sais qu'effectivement, il y a beaucoup cette vision de la méditation comme un moyen justement, tu vois, d'être moins stressé, plus performant, plus intelligent, etc. Moi, j'ai pas du tout ce rapport à la méditation. C'est plutôt, si tu veux, un moyen pour moi, voilà, d'entrer en rapport avec moi-même et ma vie. Voilà. Après, est-ce que ça a changé ma vie? Est-ce que ça m'a apporté des bienfaits? Oui, effectivement. Mais si tu veux, je vois pas ça comme une activité orientée résultat. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Tu le fais pas parce qu'il y a des bienfaits supposés, que ce soit pour la longévité, pour la science, pour le bien-être, etc. Mais simplement parce que toi-même, c'est une pratique qui te permet d'entrer en résonance avec toi-même. Et tu utilises un fichier audio ou quelque chose comme ça, ou tu laisses juste les choses cheminer, ou comment est-ce que tu pratiques? Non, pour moi, c'est très simple. Si tu veux, mon rapport à la pratique, c'est simplement m'asseoir, voilà, et rien faire, quoi. Tu vois, dans la tradition zen, enfin, on dit que la méditation, c'est shikantaza, c'est un mot japonais qui signifie s'asseoir et ne rien faire, soit s'asseoir et laisser être. Et du coup, moi, c'est plutôt ça mon rapport à la pratique. Donc, si tu veux, je mets pas des boucles audio avec de la musique de relaxation. Non, c'est pas du tout ça. En fait, je m'assois et je fais rien. T'essaies même pas de, comment dire, de repousser le flux de tes pensées et de te connecter à ta respiration ou ce genre de choses. Tu te laisses partir. Si par exemple tu as des idées ou des choses comme ça, tu vas laisser les idées arriver et apparaître. Oui, voilà. En fait, je vais pas essayer, si tu veux, de contrôler quoi que ce soit. Je vais juste euh, je vais juste m'asseoir, rien faire. Je vais voilà observer ce qui se passe, si tu veux, mais sans essayer d'interagir avec mes émotions. Je vais pas essayer, si tu veux, de chercher un résultat. Encore une fois, tu vois, je vais simplement essayer d'entrer en même essayer, tu vois, c'est pas le bon mot, mais c'est simplement voilà me poser et rien faire quoi, si tu veux. Je vais pas chercher à pousser, à repousser des pensées, etc. Mais plutôt bah, voir en fait ce qui se passe, si tu veux, dans mon expérience, de façon non, comment dire, volontariste. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, euh, sans voilà chercher à contrôler quoi que ce soit. Tu vois, c'est plus une forme de laisser être plutôt que une volonté, si tu veux, de produire un résultat qui soit, bah voilà, chasser mes pensées négatives ou mes émotions négatives, etc. C'est marrant, ça me fait penser à des articles que j'ai lus sur les bienfaits et les vertus de la flânerie. Tu vois, le Ok, fait d'avoir justement dans ta semaine des temps où tu fais rien. En fait, ce qui arrive plus ouais, du tout aujourd'hui parce que ouais, on a toujours un téléphone dans la poche et donc la moindre période de temps hmm, non optimale, ouais, une attente dans une file d'attente ou pendant que tu vas te promener, ou enfin voilà, dès que tu aurais un petit moment de respiration où tu pourrais laisser tes pensées cheminer, eh bien, en réalité, tu as toujours la possibilité de sortir ton téléphone et puis de scroller sur TikTok, de regarder Instagram, de regarder WhatsApp, de regarder tes mails. Et donc, au final, on a complètement perdu ces moments, bah, justement, de flânerie où on ne fait rien, quoi. Et pour autant, l'ennui a plein de vertus, et notamment des vertus liées à la créativité, à la stimulation de l'innovation. Et donc, loin d'être du temps perdu, en réalité, ça nous permettrait d'être de meilleurs humains, de prendre de meilleures décisions. Et potentiellement, tu vois, tu es entrepreneur, pour des gens comme nous, euh, hmm, eh bien, c'est difficile, tu vois, je trouve parfois de faire cohabiter ces deux visions, c'est-à-dire celle d'avoir la conscience d'avoir
plein de choses à accomplir, plein de choses à faire, plein d'idées, et donc une approche un peu productiviste des choses. Et puis de l'autre, prendre conscience de cette nécessité d'avoir des temps de respiration, des temps de récréation pour le cerveau. Moi j'appelle vraiment ça des temps de récréation. Et d'ailleurs, je m'aperçois, tu vois, lié au sommeil, que si dans ma journée, j'ai des moments tampons comme ça qui permettent à mon cerveau de faire un peu ce qu'il veut, en général, je vais bien dormir. Par contre, si j'ai pas ces moments de récréation, il va choisir le seul moment où je suis pas en train de le solliciter pour le faire, c'est-à-dire quand je me couche le soir et que j'ai envie de dormir. Et donc là, il va m'assaillir de plein de pensées, etc., parce que je lui ai pas laissé la liberté pendant la journée d'avoir ces petits moments, quoi. Ouais, c'est un vrai sujet, hein. Franchement, être à la fois productif dans son boulot et puis avoir des moments justement, comme tu dis, ouais, de récréation, de créativité. Je pense que c'est la clé dans l'entrepreneuriat, surtout si on est un créatif. Donc, je sais pas si toi, t'es plutôt dans cette catégorie-là, mais en tout cas pour moi, c'est un vrai enjeu, quoi. Effectivement, d'avoir des moments de liberté où je peux me ressourcer entre guillemets intellectuellement. Moi, ça passe par la lecture. Donc, je prends beaucoup de temps pour lire, voilà, des ouvrages divers, tu vois, de littérature, sciences, spiritualité, philosophie. Et c'est là que, si tu veux, que je trouve cet espace, tu vois, de liberté, de créativité, où je peux vraiment me ressourcer. Euh, et, euh, et voilà. Et je considère que c'est ok, ouais, que ce soit pas du travail. Au contraire, je l'intègre, si tu veux, dans mon agenda presque. Si tu veux, moi, je peux me faire des week-ends où je lis, quoi. Tu vois. Et je considère que, si tu veux, c'est du travail pour mon entreprise, en fait, tu vois, parce que ça va me permettre, si tu veux, d'avoir la clarté d'esprit, les ressources mentales à un moment donné pour prendre des décisions importantes et aussi pour élargir la vision, quoi. Ouais, bah clairement, je pense que ça fait partie du temps de travail d'une certaine façon, de la même façon que, tu vois, en productivité, on parle des rythmes ultradiens, qui consistent dans le fait d'aller marcher 20 minutes pour défocus, justement, pour te recharger, régénérer les voies dopaminergiques, Mm. avant de pouvoir à nouveau te concentrer pendant 1 heure et demie sur une tâche importante. Et on pourrait faire un parallèle avec le fait de faire du gainage en planche, par exemple. Tu fais du gainage en planche, tu as tous tes muscles qui sont contractés, Mm. c'est difficile, c'est intense, cette isométrie est difficile à tenir. Et donc, après avoir tenu 1 minute ou 2 minutes, t'es content quand tu lâches et quand tu te reposes. Au final, la concentration, c'est un petit peu un muscle. Et de la même façon, après l'avoir utilisé et contracté énormément, il faut lui donner cet espace de respiration pour à nouveau pour être concentré. Donc au final, ces 20 minutes de marche, font partie du temps de travail. Et je pense que c'est vraiment une conséquence d'une forme de réductionnisme et de cloisonnement. On essaie à chaque fois de mettre des choses dans des boîtes en disant ça c'est du sport, ça c'est du travail. En réalité, moi j'en ai déjà parlé. Quand je vais faire une sortie de trail, par exemple, de 4 heures ou 5 heures dans la nature, je vais avoir des idées. Parfois, je vais écrire dans ma tête des newsletters, trouver des solutions à des problèmes, écouter des podcasts, écouter des livres audio. Et donc, au final, il y a des moments où je serai simplement en connexion avec la nature, mais tout ça, en fait, s'entremêle. Et donc, il n'y a pas d'un côté mon sport, d'un autre côté ma vie de famille, d'un autre côté mon travail. J'essaie de faire en sorte que tu vois, le fait de chercher une équilibre vie pro, vie perso, ça suppose que dédier du temps à l'un soustrait du temps à l'autre. Alors que moi, je cherche plutôt à additionner les différentes pièces du puzzle de ma vie et de faire en sorte qu'elles s'auto-catalysent les unes les autres. Mm. Ouais, effectivement, ça me parle, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce débat entre voilà, trouver un équilibre, vie privée, enfin quoi, vie pro, vie perso, etc. Et c'est vrai que bon, moi, je suis plutôt partisan, voilà, enfin, d'une vie, si tu veux, intégrée, quoi, qui intègre à la fois, bah voilà, les aspects de la vie perso et les aspects de la vie pro, quoi. Je vois pas comment on peut séparer les deux. Euh, Comme tu dis, enfin, c'est vrai que quand tu fais des activités extra pro, quand tu cours, quand tu fais des trails, etc. Bah voilà, il y a des idées qui te viennent pour ta newsletter, pour ta vie professionnelle. Donc en fait, les deux se nourrissent l'un et l'autre. Et je pense que effectivement, pour avoir une vie qui soit en tout cas intéressante, je pense qu'il vaut mieux essayer d'intégrer les deux. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, quoi. J'ai jamais voulu séparer ma vie perso de ma vie pro. Enfin, j'ai toujours trouvé ça bizarre comme idée. Ça m'a jamais vraiment parlé. Mais je pense que c'est un peu une idée, voilà, qui correspond au monde du salariat. Voilà, moi, je me suis jamais reconnu dans dans ces idées, quoi. Ouais, Je trouve ça un peu bizarre, quoi, si tu veux. ouais, Moi, quand je je suis bossais, d'accord. parce que j'ai déjà eu des boulots un peu en entreprise, et puis les gens, ils me disaient, bon, bah, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Bah, je vais bosser, quoi. Enfin, tu vois, en fait, j'ai jamais eu cette idée, tu vois, de séparer les deux, enfin, le boulot de ma vie perso, quoi.
Ouais, moi, de la même façon que toi, je préfère essayer de chercher l'équilibre dans ma journée, dans ma semaine, dans mon année, plutôt que de me dire, ben, je travaille à fond pendant 5 jours dans la semaine et puis après, j'ai 2 jours pour essayer de me remettre de cette semaine. Moi, en Mm. réalité, j'ai besoin de stimuler mes différentes intelligences, qu'elles soient interpersonnelles, analytiques, créatives, physiques, etc. Et j'ai besoin de les nourrir chaque jour, tu vois. Donc, tu parlais de lecture, ben, j'ai envie de lire un peu tous les jours. Je parlais de sport, ben, j'ai envie d'en faire aussi tous les jours. Et Mm. de la même façon que travailler pour ma boîte, j'ai envie d'y travailler tous les jours. Et là, par exemple, je suis en vacances, entre guillemets, c'est-à-dire que je fais un home exchange à Winter Tour en périphérie de Zurich. D'ailleurs, on a été faire un tour au bord du lac de Constance, du prénom de ma femme, et visiter une île, l'île aux fleurs. Et vraiment, c'est une très très belle découverte. Je la recommande à tous à tout le monde en fait. Et donc si tu traverses une période un peu difficile dans ta vie, un peu dépressive ou autre, à mon avis, c'est le meilleur anxiolytique qui soit parce que c'est tellement beau et apaisant que ça permet vraiment de se ressourcer. Mais bref, je ferme la parenthèse. Et donc ma vision des vacances, c'est que en réalité, tous les matins, je me lève à 5h30. Je bosse jusque 13h, donc ça me fait 6-7 heures de boulot tous les jours. Et puis l'après-midi, on fait des activités de qualité en famille. Et je fais ça du lundi au vendredi. Donc au final, sur ma semaine, j'aurais quand même eu, et puis le soir, je vais lire, etc. Donc j'aurais peut-être eu toujours 35, 40, 45 heures de boulot. Et en même temps, j'aurais eu le temps de profiter de moments de haute qualité avec mes filles, de découvrir une nouvelle ville, de nouveaux endroits, de nouvelles choses. Et voilà, et ça, c'est une vision des vacances qui me correspond beaucoup plus que celle de dire, pendant 2 semaines, je fais rien et je fais la moule sur la plage. C'est un truc qui m'inspire pas du tout, quoi. Mm. Et pour autant, pendant longtemps, c'est en fait comme c'est le modèle que la société te vend, t'as l'impression que t'es obligé de répondre à ce modèle, alors qu'en réalité, c'est à chacun aussi de tracer sa route par rapport à ce qu'il épanouit. Ouais, c'est très juste ça, effectivement. Moi, c'est vrai qu'il y a énormément d'injonctions de la société à, voilà, à vivre une vie d'une certaine manière, quoi, à vivre une vie dans les clous. Et c'est vrai que ça peut être pesant. Ça peut être pesant. Enfin, moi, je l'ai senti à des moments, quoi, tu vois. Parce que c'est vrai que quand t'es entrepreneur, tu prends quand même la décision, si tu veux, de sortir un petit peu des clous, quoi, tu vois. T'acceptes une forme de marginalité parce que si tu veux, t'as pas une stabilité que peut offrir le monde du salariat. Et effectivement, il y a à un moment donné un effort à faire peut-être pour sortir, si tu veux, voilà, de ce joug social, voilà, qui te fait faire certaines choses, plutôt, enfin, tu vois, pour un peu essayer de designer sa vie selon ses besoins, selon sa vision, selon ses valeurs, etc. Et c'est pour ça que moi je trouve ça très intéressant, enfin vraiment comme choix de vie, quoi, parce que c'est vrai que ça rend responsable et ça permet aussi de grandir en tant qu'humain, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ça implique de se poser des questions importantes, quoi. Alors, comment je veux vivre ma vie, avec qui, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux créer, enfin, qu'est-ce que tu vois. J'interromps une minute ce podcast pour te parler du collagène. Son rôle ne se limite pas aux articulations ou à la peau. C'est la protéine du lien, celle qui crée l'unicité du corps entier. Nos ancêtres consommaient régulièrement des tissus riches en collagène, comme la peau, la moelle osseuse et les cartilages. Mais aujourd'hui, nos apports sont trop faibles pour garantir un renouvellement optimal des tissus. C'est pourquoi la supplémentation avec du collagène éthique tel que celui d'Unae montre tant de bienfaits dans les études. Effet anti-âge, santé articulaire, qualité du sommeil, stimulation de l'hormone de croissance, gain de masse musculaire. Et dans le cadre de ce partenariat, je remercie Unae qui te permet de bénéficier de 10% de réduction avec le code LIMITLESS. Valable sur toutes les commandes Unae. Ouais, complètement. Voilà. Et ça te ramène d'ailleurs à cette question de la personnalité en soi, où, enfin, tu vois, c'est pareil. J'ai eu parfois la sensation que euh, la société te montrait un modèle d'une personnalité qui correspondrait à une voie du milieu, mais en fait qui est polymorphe, qui correspond à personne en particulier et qui est juste une moyenne de ce que les gens sont dans leur globalité. Et en réalité, cette moyenne, elle représente rien, de la même façon que tu peux traverser une rivière et donc la moyenne de profondeur est peut-être d'1,50 m, mais ça te dit rien parce que si ça se trouve, elle est à 4 mètres au milieu et puis 30 cm au bord.
ben, c'est un petit peu la même chose avec la personnalité, j'ai l'impression. Et donc pendant longtemps, je me suis senti en décalage parce que j'ai tendance à être exubérant, hyperactif, à vouloir avoir besoin de beaucoup de stimulation. Et j'ai mis du temps, tu vois, à accepter que en réalité, c'était pas quelque chose que je devais changer, corriger ou réparer, mais simplement mon mode de fonctionnement à moi, et que je me sens heureux et les environnements stimulants me donnent de l'énergie plutôt que de m'en coûter, là où ben, des rythmes plus lents en réalité me fatiguent, tu vois. Ouais, très clair, effectivement. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Moi aussi, enfin, je pense que pendant très longtemps, j'ai souffert de ça. Enfin, j'avais l'impression d'être un peu un, un ovni, quoi. Tu vois. Mais dans tous les environnements dans lesquels j'évoluais, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, bah voilà, essayer de trouver ma voie, quoi. Bon, moi, je l'ai trouvé dans l'entrepreneuriat, quoi. Enfin, vraiment en créant ma boîte. Et bah, c'est comme ça que je me suis épanoui. Mais non, enfin, je veux dire, c'est un vrai problème, quoi, parce que je pense que en permanence, bah, la société nous vend des modèles un petit peu, voilà, de confort et qui nous éloignent un petit peu, si tu veux, de notre singularité et du coup, bah, de ce qui fait de nous des êtres humains intéressants, quoi. Enfin, je pense. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est les singularités, quoi. C'est les personnes, tu vois, qui, voilà, une voix. Enfin, ont designé une voix qui leur est propre, si tu veux. Euh, et parce que ouais, le problème effectivement comme tu dis de ce que nous vend la société entre guillemets quoi, c'est la conformité quoi, c'est le conformisme. Et pour moi c'est assez éloigné si tu veux de ce qui m'intéresse, tu vois, que ce soit dans la vie, mais aussi enfin chez les gens que qui que je lis, si tu veux, que je fréquente. Moi j'aime bien effectivement ce qui sort du lot. Euh, Parce que enfin c'est aussi comme ça que je pense on arrive ouais, à avoir une vie intéressante, mais aussi à exister vraiment quoi. Enfin après c'est un sujet un peu philosophique quoi, mais est-ce que exister c'est faire comme tout le monde? Moi je pense pas quoi. Tu vois? Ouais, bien sûr. Je suis assez en phase avec ça. Euh, D'ailleurs, on pourrait parler de l'art de vivre, et en réalité, l'art de vivre, c'est peut-être de faire de sa vie une œuvre d'art. Tu parlais de l'entrepreneuriat, et donc tu as créé une boîte qui s'appelle le Café des Guerriers. Ouais. Est-ce que tu es un guerrier, Sam? Alors je sais pas si je suis un guerrier, en tout cas j'aspire à effectivement me rapprocher de cette figure du guerrier. Effectivement, le Café des Guerriers, ça renvoie à cette idée effectivement d'une personne résiliente, d'une personne voilà qui prend des risques, qui va au combat. Donc, je dirais, je sais pas si je suis quelqu'un, je veux dire un guerrier comme tu dis, mais en tout cas, je suis une personne voilà qui est combative et qui cherche en tout cas dans sa vie des signes justement d'élection. Voilà qui vont confirmer que je suis bien un guerrier quoi. Moi si tu veux il y a des choses qui sont importantes pour moi et une des choses très importantes c'est le courage si tu veux et récemment justement j'ai discuté avec une personne de ça et on se demandait bon bah en fait comment on serait comporté pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on aurait été courageux etc. La vérité c'est que moi je sais pas si j'aurais été courageux, enfin je veux dire c'est des contextes qui sont complexes. On ne sait jamais comment on peut réagir dans ces situations-là face au danger. En tout cas, moi, j'espère que j'aurais été une personne courageuse et en tout cas, j'essaye de mener une vie, si tu veux, qui fait honneur à cette aspiration. Euh, donc voilà un petit peu ma réponse sur le sujet. Quoi. Je veux dire, est-ce que je suis un guerrier Ça, je sais pas. Je laisserai les gens juger. Et pour moi, c'est pas ça qui est vraiment important. L'important, c'est plutôt voilà d'avoir cette aspiration, tu vois, à être un peu plus courageux, à être voilà un peu plus ballsy, tu vois, à prendre plus de risques, voilà, être un peu plus engagé, un peu plus combatif, tu vois. Moi, c'est plutôt ça ma vision. Ouais, ça me parle beaucoup. Et comment est-ce que ça se traduit dans ton quotidien ou au fil de ton année? Est-ce que tu te fixes des défis? Est-ce que c'est par rapport à des opportunités? Je sais pas, tu es en train de te promener dans la rue. Enfin, comment est-ce que justement, tu vois, je faisais tout à l'heure le parallèle entre la concentration et les muscles. Eh ben, on peut imaginer que le courage, la ténacité, toutes ces valeurs dont tu parles, la résilience, sont aussi des muscles et ils se renforcent lorsqu'ils sont testés. Comment est-ce que tu les testes? Clairement. Bah moi, le muscle que je travaille le plus, c'est celui du courage. Et comment je le teste, si tu veux, c'est en faisant des choses, voilà, qui me poussent à, si tu veux, aller un peu plus à sortir de moi-même, quoi, tu vois.
Donc moi à la base je suis musicien, compositeur de jazz et voilà, donc je fais un travail là-dessus. Là cette année j'ai enregistré un disque et bah, voilà, enfin ça a été, si tu veux, mon gros défi quoi. C'est mon 3e disque, ça a été un énorme travail, tu vois, parce qu'il y a un travail d'écriture à faire. Après bah voilà, enfin faut répéter les morceaux, enregistrer en studio. Là je suis en train de travailler sur le mix, le mastering pour la sortie du disque là en fin d'année 23, fin d'année 24. Et voilà, enfin pour moi ça a été ça a été un défi, ça m'a demandé du courage quoi de faire ça, parce que je veux dire c'est un travail au long cours qui demande énormément d'énergie, sans tu vois vraiment de résultats concrets quoi que tu peux avoir, parce que bon tu sais quand t'écris de la musique tu sais jamais vraiment enfin ce qui va se passer derrière, enfin en général tu vois ça passe un peu inaperçu, surtout tu vois quand t'écris de la musique un peu nichée entre guillemets, parce que moi tu vois j'écris du jazz quoi, enfin tu vois c'est un peu la musique que j'écris quoi. Donc voilà, je me fixe un objectif, comment dire, un gros défi si tu veux par an, et j'essaie de m'y tenir. Et puis après de façon plus concrète, pour moi, bah, effectivement le courage, bah, il s'incarne de façon assez ordinaire en refusant pas, si tu veux, les difficultés du quotidien. Donc tu vois, je serai un peu plus terre à terre et pragmatique quoi. Tu vois, si tu veux, pour moi le défi c'est pas forcément voilà de partir gravir le mont Everest, même si j'ai un infini respect pour les gens qui font ça. Mais moi c'est plutôt bah voilà, me réveiller le matin tôt, tu vois, même si je suis pas bien, même si j'ai pas envie, faire ma routine, tu vois, la douche froide, méditer, faire du sport et régler les merdes de mon entreprise, tu vois. Moi j'ai aussi un infini respect pour les personnes, tu vois, qui affrontent les difficultés du quotidien comme ça, sans faire de vagues, tu vois, sans forcément faire des choses extraordinaires, tu vois. Enfin, je veux dire, quand même, notre quotidien, c'est des choses simples, quoi, tu vois. Enfin, c'est, voilà, régler les merdes de l'entreprise, répondre aux clients, gérer les problèmes de trésor, tu vois, gérer aussi les problèmes, comment dire, entre guillemets, de motivation, enfin, ou je sais pas, de santé mentale, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est un vrai sujet, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs problèmes de dépression et parfois, moi, je me lève et je suis pas bien, tu vois. Enfin, je suis pas bien émotionnellement, tu vois. Et du coup, bah, le défi, ça va être voilà, de me lever quand même, tu vois, faire ma routine, aller bosser, tu vois, régler les merdes et continuer, quoi, tu vois. Continuer le boulot, quoi. Ouais, Je sais pas si j'aime tu vois bien ce que je veux cette. dire. Ouais, si, et puis j'aime bien le fait que tu mettes en perspective différentes temporalités dans cette expression du courage. Je trouve que c'est important de se fixer chaque année un gros objectif, et puis peut-être une fois par trimestre un objectif un peu plus petit, et puis peut-être une fois par mois un livre à lire, tu vois. Ça peut être des choses aussi simples que ça, et comme ça, petit à petit, ça te met quand même dans un mouvement de croissance personnelle. Que ce soit par un défi sportif, musical comme tu l'as fait, ou même l'apprentissage d'une nouvelle langue, le fait de découvrir peut-être, tu vois, on parlait de littérature, de livres tout à l'heure, bah, peut-être de lire un livre qui change de ce dont tu as l'habitude pour ouvrir aussi tes perspectives, te nourrir d'un nouveau terreau de réflexion, même dans le spectre des podcasts, eh bien, plutôt que d'écouter que Limitless, eh bien, écouter un podcast qui a rien à voir, voilà, pour se nourrir aussi de cette diversité qui est inhérente au vivant. Et donc j'aime bien ces idées de temporalité, tu vois, année, trimestre, mensuel, et à chaque fois avoir des petits jalons, des petites choses qui te poussent à la découverte, à l'exploration. Et de l'autre côté, ce que tu montres, c'est que l'expression du courage, elle est quotidienne, et en fait, elle est déjà de refuser la résignation. Parce que c'est hyper facile de se résigner, de dire ah bah non, aujourd'hui je suis pas bien, ou la météo elle est pas comme je veux, ou à quoi ça sert de toute façon de faire des efforts environnementaux puisque de toute façon tout va mal, ou tu vois, penser qu'on n'a aucun pouvoir, parce que en fait c'est une excuse, c'est la facilité, tu vois. Et puis tu dis bon bah à quoi bon, t'as quelques kilos en trop, et puis de toute façon c'est déjà foutu, donc à quoi bon faire attention à ce que tu vas manger ce midi, puisque de toute façon ce soir t'as prévu de manger avec des potes et tu vas mal manger. Enfin, et en fait c'est plein de petits choix, plein de petites décisions qui, mises bout à bout, en réalité créent une existence qui te pousse vers l'excellence, qui te pousse vers une forme de transcendance, ou en tout cas d'expression de ton plein potentiel. Mmh.
Et on Ouais, a effectivement. tendance à l'oublier. Tu vois, tu parlais de l'Everest. On voit que surtout, j'ai l'impression qu'il y a un effet d'amplification avec les réseaux sociaux. On te montre que des snapshots de la vie des gens et toujours les choses les plus exceptionnelles, les plus incroyables. Celui qui arrive à faire ses handstand push-up, celui qui fait l'ascension d'Everest, celui qui fait ceci ou cela. Et on en oublie qu'en réalité, une belle existence, c'est d'abord des milliards de petits choix quotidiens, de petits pas mis l'un après l'autre, où tu as respecté tes valeurs, où tu as été en cohérence avec ta mission de vie. Tu vois, toi, t'exprimais ta mission tout à l'heure et cette affiliation au terme de guerrier. Ben, c'est ça, en fait, être et incarner un guerrier, c'est des choix quotidiens, quoi. Clairement. Et non, t'as dit un truc qui m'inspire beaucoup, c'est le fait voilà, de pas se résigner. Tu vois, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui baissent les bras parce qu'ils trouvent que la vie c'est compliqué, et c'est compliqué, c'est dur, voilà. Enfin, je veux dire, c'est dur pour tout le monde. Mais le fait justement de se lever le matin, tu vois, de pas se résigner justement à la difficulté pour quand même faire le boulot entre guillemets, quoi qu'il soit. Et c'est pas forcément une activité professionnelle, hein, ça peut être une activité banale. Ça peut être voilà, pour une personne, je sais pas, qui a décidé de peindre, voilà, ça peut être de faire de la peinture. Ça peut être voilà, de faire de la musique, ou je sais pas, quelque chose de conduire voilà, une voiture quoi, pour les chauffeurs de taxi quoi. Et moi mon point c'est que ça n'a pas besoin d'être exceptionnel quoi. Enfin, j'ai aussi envie voilà, de revaloriser toutes les activités ordinaires que font énormément de Français, et voilà, et qui sont super importantes, et qui sont courageuses, tu vois. Moi mon point c'était de dire que voilà, il n'y a pas forcément besoin de faire des choses exceptionnelles, sensationnelles pour être courageux quoi. Le courage il est voilà, dans le fait de pas fuir sa vie, de pas se résigner à la difficulté, voilà, pour continuer d'avancer, et voilà. Ouais, ça me plaît beaucoup comme philosophie. Et alors, pour t'y aider, potentiellement, tu peux utiliser des champignons. C'est en tout cas le postulat de ta boîte. Et donc, les cafés des Ouais. guerriers, en réalité, c'est des cafés enrichis avec des champignons adaptogènes aux propriétés médicinales prouvées, ou en tout cas, on va essayer de les étudier, tels que le reishi, etc. Est-ce que tu peux me dire quels sont ces différents champignons, quels sont leurs bienfaits supposés? Ouais, bien sûr. Alors juste pour faire la transition avec le café des guerriers, puisque bon, tu me l'as servi entre guillemets. Moi, j'ai créé le café des guerriers pour aider justement les personnes qui sont stressées, déprimées, à retrouver de l'énergie dans leur vie, et pour répondre sur la question des champignons. Donc, ce sont des champignons qui sont utilisés depuis des milliers d'années dans les traditions asiatiques, donc médecine chinoise, japonaise, coréenne, et qui ont un certain nombre de bienfaits à la fois nutritionnels et thérapeutiques. Donc, c'est des champignons qui appartiennent à la catégorie des super aliments. Je sais pas si tu es familier avec les super aliments. Enfin, c'est tout ce qui est bédasaï, enfin curcuma, ginseng. Ce sont des aliments qui se caractérisent par une forte densité nutritionnelle. Et les champignons que j'utilise du coup dans mes cafés sont des champignons qui se distinguent par leur densité nutritionnelle. Donc on a par exemple un champignon comme le reishi, Guanoderma lucidum, qui voilà, est une mine de nutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, qui a aussi des vertus thérapeutiques qui sont étudiées maintenant depuis voilà, 50 ans par les chercheurs du monde entier, qui ont trouvé notamment des vertus sur l'immunité, des propriétés anti-inflammatoires et antitumorales. Donc, pour répondre un peu plus précisément à ta question, donc, sur les bienfaits des champignons médicinaux, c'est des bienfaits qui sont à la fois nutritionnels, donc c'est des champignons forte densité nutritionnelle, riches en vitamines, minéraux, oligo-éléments. Ces champignons ont une grande quantité de vitamines du groupe B, de la vitamine D, de la vitamine K pour certains. Et ils ont aussi un certain nombre de bienfaits thérapeutiques qui sont maintenant de plus en plus étudiés par la recherche scientifique internationale. Et donc, ces bienfaits, ils varient suivant les champignons, mais il y a un socle commun de bienfaits qui sont voilà, des bienfaits sur l'immunité, l'énergie, et aussi des vertus anti-microbiennes. Voilà, c'est un peu pour faire synthèse, si tu veux, des bienfaits. Mais après, on peut rentrer en détail, si tu veux, sur Ouais, on va différents rentrer en champignons. détail et puis tu vas m'expliquer un peu pour chaque champignon, parce qu'il y en a qui sont plutôt liés à la longévité, d'autres à l'immunité, à l'endurance, à la concentration. Mais d'abord, Ouais.
j'ai du mal entre guillemets. Je vais te challenger sur 2-3 trucs. Ouais, avec plaisir. Mais j'ai du mal avec cette logique de densité nutritionnelle. Enfin, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Mais tu vois, je pense à la spiruline par exemple, qui est vantée justement pour sa densité nutritionnelle incroyable. Et puis certains disent que c'est une hyper bonne alternative en termes de protéines végétales. En oubliant le fait que un complément alimentaire de spiruline, ça va être des cachets de 1 gramme, 2 grammes, et que en réalité, même s'il y a beaucoup de vitamines, de minéraux et de protéines ramenés aux 100 grammes, personne n'en mange 100 grammes. Tu vois, t'es toujours sur des quantités extrêmement faibles. Donc penser que tu peux remplacer ton steak par ta pilule de spiruline, je trouve que c'est un petit peu un mensonge. Donc voilà, tu vois, là, j'entends que les champis, ils sont riches en vitamines et en minéraux, mais d'un autre côté, si on regarde la quantité que tu mets dans les cafés, je sais pas combien tu mets, mais ça doit se compter en grammes, donc ça doit quand même pas jouer énormément sur les apports et sur les AJR dans ces différents nutriments. Par contre, j'imagine que sur les propriétés adaptogènes, médicinales, sur l'inflammation, etc., sur le renforcement de l'immunité, c'est par d'autres voies d'action. Et j'ai regardé quelques études qui montraient que effectivement, même avec des doses faibles, on avait des bienfaits qui étaient soutenus par des études assez sérieuses et des preuves quand même relativement élevées. J'étais assez surpris de la quantité. Tu vois, je crois que c'est le Lion's Mane ou alors le Reishi, où je voyais des taux d'études qui dépassaient les 1000 études. Donc vraiment une robustesse scientifique quand même assez importante. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les mécanismes d'action qui fondent les bienfaits de ces super aliments? Ouais, bien sûr. En fait, ces super aliments, ils ont un certain nombre de principes actifs, notamment des polysaccharides, sont des sucres complexes, des glucides complexes, qui agissent du coup sur la régulation du système immunitaire. Ces polysaccharides, on les trouve dans la plupart des champignons médicinaux, donc le reishi que tu as cité, le Ganoderma lucidum, le lion's mane, donc Erythricium erinaceus, et en fait, tout simplement, ils vont agir pour réguler tout simplement le système immunitaire. Ils sont utilisés depuis, comme je te disais, des milliers d'années dans les traditions médicales asiatiques, et c'est depuis effectivement les années 60-70 que voilà, un certain nombre de chercheurs dans le monde les étudient et apportent des preuves scientifiques de leurs bienfaits. Ces bienfaits, et voilà, ils viennent alors à la fois des principes actifs que j'ai cités, donc les polysaccharides, et également du nombre en fait de nutriments qui existent et qui sont présents dans ces champignons. Donc j'avais cité un certain nombre de vitamines du groupe B, également de la vitamine D, et aussi un nutriment qui s'appelle l'ergothionéine, en fait, qui est un super antioxydant présent dans la nature et qui donne aussi un certain nombre de vertus antioxydantes aux champignons. Et comment est-ce qu'ils agissent sur le système immunitaire? Parce qu'en réalité, tu apportes des sucres, il y a des enzymes qui viennent les découper, c'est absorbé par la barrière intestinale et puis potentiellement ça rentre dans le sang. Comment est-ce que ça peut avoir un impact sur l'immunité, la concentration, l'endurance ou la longévité? Ouais, alors en fait, ils agissent du coup sur les radicaux libres, donc ce sont du coup des sucres qui sont anti-inflammatoires et du coup qui vont supprimer un certain nombre de radicaux libres dans l'organisme. Les radicaux libres en fait qui sont des molécules responsables de l'inflammation et qui sont responsables du coup du vieillissement cellulaire, et c'est par ce biais-là du coup qui vont améliorer le bon fonctionnement de l'organisme, apporter de l'énergie, une meilleure immunité, et pour certains aussi de la concentration. Donc c'est le cas du lion's mane, qui est ou Erythricium erinaceus, qui est un champignon qui favorise aussi la plasticité cérébrale. Un certain nombre d'études qui ont montré ça. Donc voilà un petit peu pour les mécanismes d'action des champignons sur l'organisme. Et donc toi, tu as décidé de les faire fonctionner en symbiose, en synergie, puisque tu utilises plusieurs espèces différentes de champignons. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les avantages de chacun? Ouais, bien sûr. Alors,
comme je disais un peu avant, donc ils ont un socle de bénéfices communs qui est en fait des vertus antimicrobiennes, anti-inflammatoires et immunostimulantes. Donc ça, c'est un premier socle de bénéfices communs. Et après, certains champignons effectivement ont des bénéfices plus spécifiques. Donc si je prends le reishi, donc Ganoderma lucidum, il a des effets anti-stress. Donc c'est un champignon qu'on appelle adaptogène, qui va améliorer la régulation, la résistance de l'organisme au stress et à la fatigue. Donc celui-ci, il a des vertus anti-stress, apaisantes, relaxantes. Enfin, en tout cas, il est connu pour ça. Si on prend le cordyceps, donc Cordyceps sinensis, c'est un champignon qui a des bénéfices sur l'énergie, donc qui est notamment utilisé par des athlètes de haut niveau pour améliorer leur performance. Donc je pense notamment à des personnes assez connues aux États-Unis comme Rich Rolls. Je ne sais pas si tu connais, c'est un ultramarathonien qui consomme ce champignon régulièrement pour préparer à ses courses, mais il est aussi utilisé par les athlètes chinois dans leur préparation physique. Si on prend le chaga, donc Innonotis obliquus, c'est un super antioxydant. Donc il y a un certain nombre d'études scientifiques qui ont montré que c'était un des plus grands antioxydants présents dans la nature, loin devant la myrtille ou les baies d'açaï. Il y a une étude qui s'appelle l'étude ORAC, O-A-R-A-C, que les gens pourront retrouver sur Internet, qui montre que ce champignon contient près de 10 fois plus d'antioxydants que la myrtille, notamment. Et pour finir sur les champignons que j'utilise dans mes formules, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est le Lion's Mane, donc Erythricium erinaceus, qui est un champignon reconnu aujourd'hui pour ses vertus neurostimulantes. Donc il agit sur la sphère cognitive. Un certain nombre d'études montrent notamment qu'il favorise la plasticité cérébrale. C'est notamment pour ça que il est recommandé pour améliorer la concentration et qui aussi pourrait avoir un certain nombre de bienfaits pour les personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives, donc de troubles dépressifs, de troubles de l'humeur. Il y a un certain nombre d'études qui ont montré que une cure de ce champignon pouvait également aider à accompagner les personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Voilà un petit peu pour... Et tu les as incorporés dans du café. J'imagine que tu as étudié la formulation de telle sorte à ce que la concentration soit suffisante compte tenu des études que tu as lues pour que à chaque fois que tu boives ton café, tu aies suffisamment de ces composés pour avoir des bénéfices. Ouais, alors en fait, j'ai travaillé avec un docteur en pharmacie, donc le docteur Marie Rampin, pour réaliser ces formules. Et l'idée, finalement, ça a été de trouver un équilibre entre à la fois la possibilité de boire un café, intégrer ce café à sa routine quotidienne et aussi profiter des bienfaits de ces champignons-là. Donc c'est un équilibre qui est pas évident puisque en fait on a aussi envie que le café soit tout à fait digeste et agréable à boire et aussi qu'il apporte ces bienfaits que j'ai cités précédemment. Donc chaque dose de café contient 20% de champignons médicinaux, 20% de principes actifs qui vont agir tout au long de la journée. Donc du coup, c'est pour ça que nous, on recommande de les prendre sous forme de cure pour pouvoir profiter de leurs bienfaits. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir faire une formule qui puisse s'intégrer dans la routine, une routine quotidienne. Donc qui soit facile en fait à consommer, puisque en fait un des principaux problèmes en fait des personnes qui souhaitent prendre des choses pour avoir plus d'énergie, c'est l'observance dans la prise en fait des compléments. Donc en fait l'idée c'était justement de faire un café nutritionnel, donc un café qu'on puisse s'intégrer facilement à une routine quotidienne et qui apporte un certain nombre de nutriments tout au long de la journée. Et donc tu disais que toi tu avais parfois il y avait des matins tu te sentais pas très bien, un peu dépressif, j'ai vu que tu avais fait un burn-out. Est-ce que tu as vraiment constaté des effets depuis que tu utilises des adaptogènes tels que ces champignons dans ton humeur, ta gestion du stress, ton énergie, ta concentration? Alors clairement, moi je le consomme au quotidien et depuis que je le consomme, je me sens beaucoup mieux, j'ai une meilleure énergie. Mais comme je dis souvent à mes clients, ça suffit pas le café des guerriers si vous avez à côté une hygiène de vie qui est déplorable. C'est pour ça que moi je dis, je parle beaucoup de principes de santé assez basiques, quoi. Je veux dire, si vous avez à côté une hygiène de vie de merde, je veux dire que vous prenez pas soin de votre sommeil, que vous mangez de façon inadapté,
vous faites pas de sport, en fait, il y a peu de chances que le café des guerriers puisse vous aider. En revanche, si vous avez une hygiène de vie qui est qualitative, que vous faites tout ce que je viens de dire et que à côté, vous vous supplémentez, vous faites attention à la micronutrition, donc que vous apportez dans votre café, un certain nombre de nutriments que vous pouvez pas trouver dans l'alimentation courante, vous pouvez bénéficier d'un plus dans votre vie qui peut se traduire par plus d'énergie, plus de concentration. Moi, depuis que je les consomme, effectivement, je me sens beaucoup mieux. Mais je veux dire, c'est pas, si vous voulez, le remède miracle, encore une fois. Hein. Ça remplace pas les piliers de base de la santé. Hein. Donc, je les répète quand même parce que c'est important. Donc, sommeil, activité physique, alimentation équilibrée. Si vous voulez ensuite optimiser, micronutrition. Et c'est là que moi j'interviens avec le café des guerriers, donc un café nutritionnel enrichi en nutriments. Et pour élever tes niveaux d'énergie, t'as donné les grands piliers de base. On a aussi entendu que tu prenais une douche froide le matin, que tu gérais un petit peu ton stress ou en tout cas ton humeur avec la méditation. Est-ce qu'il y a d'autres hacks qui te semblent intéressants, que ce soit pour maximiser l'énergie, la performance mentale ou physique? Alors, moi, ce qui m'a aidé, effectivement, la douche froide, ça c'est sûr. C'est vraiment assez puissant. Enfin, moi, je sens clairement une différence, quand j'en prends et quand j'en prends pas. La méditation, oui, mais encore une fois, enfin, moi, j'ai pas cette vision de la méditation comme étant une façon d'être plus performant. Bon, ça, c'est un débat, qui est peut-être pas nécessaire à avoir. Et ensuite, je réfléchis. L'activité physique, moi je fais de la musculation, donc je soulève des poids maintenant là, depuis 1 an, 2 ans, et ça effectivement, je trouve que ça m'a pas mal aidé à avoir plus d'énergie. Et sinon, alors, ouais, je vais te donner un hack. Bon, c'est un peu sous-coté, négligé, méconnu, mais c'est la lecture. C'est bête, mais en fait, lire régulièrement, enfin, je veux dire 1 fois par jour, moi ça éveille mon esprit, ça me stimule intellectuellement. Et en fait, moi, quand je suis stimulé intellectuellement, j'ai plus d'énergie. Tu vois, donc en fait, on n'a pas réinventé la roue, hein. Mais voilà, moi je trouve que à l'heure des réseaux sociaux, dans une époque comme la nôtre, qui est relativement dégénérée, la lecture, pour moi, c'est vraiment une activité sous-cotée, négligée, qui peut aider énormément de gens à retrouver de l'énergie. Ça, j'en suis convaincu. Je partage ce point. Tu as fait des études en sciences du sport et tu disais donc que tu faisais de la musculation. Tu as parlé tout à l'heure d'athlètes qui avaient amélioré leur performance avec les champignons. Est-ce que dans ta communauté, tu connais des athlètes qui ont eu des avantages perceptifs après l'intégration de ces champignons adaptogènes? Et si c'est le cas, est-ce que c'est plus lié à la performance ou à la récupération? Alors, donc, dans ma communauté proche, effectivement, il y a un certain nombre de sportifs qui consomment le café des guerriers, des personnes notamment qui font du trail, des marathons, et du coup, c'est dans la préparation physique que le café des guerriers les aide. Ça leur apporte un boost d'énergie qui permet de poursuivre l'effort plus longtemps lors de la course. Après, au niveau de la récupération, alors, ils sont pas prononcés sur ce sujet-là. Donc voilà, donc c'est plus, si tu veux, un pré-workout. Moi, c'est comme ça que j'en parle, et c'est comme ça qu'utilisent mes clients. Enfin, c'est comme ça que utilisent le café des guerriers mes clients, quoi. Donc c'est avant l'entraînement, avant la course, avant leur trail, une façon, de booster leur énergie, et puis améliorer leur résistance à l'effort pendant leur entraînement ou leur course. Je vais peut-être te poser une question un petit peu bête, ou en tout cas à laquelle tu te serais pas attendu, mais je sais que dans ma communauté, il y a pas mal de gens qui observent un jeûne intermittent. Est-ce que le café des guerriers rompt le jeûne? Non. Alors, merci pour cette question. On me l'a posé plusieurs fois. Le café des guerriers ne rompt pas le jeûne. Il est sans sucre, sans lactose, sans gluten, enfin sans additifs. Donc vous pouvez le consommer lors d'un jeûne intermittent sans prendre de risque de casser un jeûne. Donc voilà.
Après, je suis pas un Ok. spécialiste du jeûne, hein, mais je m'étais renseigné justement pour répondre à ces questions. Et voilà, dans la mesure où c'est un café qui est sans sucre, on peut le consommer lors d'un jeûne intermittent. Ok. Je- Et donc là, c'est des champignons qui sont, enfin, je sais pas où ils poussent d'ailleurs, mais j'imagine qu'ils poussent à l'autre bout du monde. Est-ce que nos bons vieux champignons de Paris, ils pourraient pas nous apporter aussi des bienfaits? Alors, les champignons comestibles, donc les champignons de Paris notamment, ont également un certain nombre de bienfaits. Après, bah, voilà, les composés de ces champignons sont différents et les champignons que j'utilise, en tout cas, bah, ont des principes actifs qui voilà, permettent justement voilà, de travailler sur l'énergie, l'immunité, la concentration. Mais voilà, je rassure les personnes qui aiment les champignons de Paris, il y a également des bienfaits dans les champignons de Paris. Il y a également des boîtes notamment qui se développent et qui utilisent ces principes actifs dans le développement d'un certain nombre de compléments alimentaires. Euh, voilà. Ok. Et si on élargit un petit peu la réflexion sur les champignons, je sais pas si tu t'es déjà intéressé à leur rôle dans la nature et notamment, tu vois, j'ai entendu ou vu des reportages qui parlaient de la faculté du mycélium à transmettre l'information, notamment peut-être enfin, il a été évoqué que ça puisse être la voie de communication des plantes, des arbres, Ouais. comme si c'était ça qui les mettait en lien les uns les autres. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Oui, bien sûr. Bah, en fait, les champignons sont des bienfaiteurs silencieux. On les voit pas, mais ils sont pourtant partout. Ils communiquent dans la forêt via le réseau mycélien qu'on appelle le Wood Wide Net. Donc c'est un réseau de filaments qui fait communiquer les arbres et les plantes, qui leur apportent des nutriments. Donc les champignons, effectivement, communiquent dans la forêt via ce réseau-là et permettent justement la santé des écosystèmes. Donc effectivement, c'est, si tu veux, des organismes absolument indispensables, négligés, sous-cotés, et qui nécessite, selon moi, bah, voilà, d'être valorisé, quoi. En tout cas, ça a été ma démarche également dans mon projet, en faisant un certain nombre de vidéos YouTube et aussi un film sur les champignons, voilà, qu'on pourra évoquer si tu le souhaites plus tard. Et donc ouais, concrètement, enfin tu peux m'en dire un petit peu plus sur justement leur rôle dans la nature, sur ce fonctionnement de la communication des arbres. Moi, j'avais entendu des choses assez folles, notamment le fait que eh bien les plantes étaient capables de collaborer, qu'un certain arbre, par exemple, pouvait manquer de nutriments à certains moments de l'année et puis aller en récupérer chez d'autres, et puis inversement à un autre moment. Donc il y avait vraiment des stratégies des stratégies de survie qui était maximisée par cette symbiose. Et puis le mycélium semblait vraiment être l'organisme du lien qui crée justement cette forme de symbiose. Ouais, clairement. Et peut-être pour expliquer aux gens, voilà, ce que c'est que le mycélium, parce que bon, peut-être que ça parlera pas à un certain nombre de gens. Déjà, dire que en fait, le mot champignon est ce qui désigne la partie visible en fait des champignons, et le mycélium en fait c'est la partie invisible, donc la partie souterraine, la partie du coup de filaments en fait qui vont connecter les plantes et les arbres entre eux et leur apporter un certain nombre de nutriments pour voilà, bien se développer. Donc ce système en réseau, comme je disais, il est absolument indispensable pour la santé des forêts, des écosystèmes. Et il exprime aussi voilà, le fonctionnement propre aux champignons, qui est un fonctionnement symbiotique, c'est-à-dire qu'en fait, les champignons vont se brancher entre guillemets à des arbres, à des plantes pour se développer, ce qui est voilà, assez intéressant, comme mécanisme à observer dans la nature. Et et, euh, et donc du coup, voilà, c'est vrai que le mycélium intéresse de plus en plus des chercheurs dans d'autres domaines autres que la santé, puisque en fait, il permet de résoudre un certain nombre de problématiques, notamment voilà, dans le domaine des sciences de l'information. Donc, grâce à cette capacité à communiquer instantanément à plusieurs endroits à la fois, la capacité à distribuer des ressources extrêmement rapidement, euh, et aussi la capacité à voilà, à éliminer les barrières spatiales, entre guillemets, puisque en fait, un champignon, grâce au mycélium, peut être à plusieurs endroits à la fois en même temps. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de débouchés
très importante dans voilà, énormément de secteurs d'activité. Et c'est pour ça que le mycélium, c'est un sujet effectivement d'avenir et voilà, qui intéresse de plus en plus de chercheurs. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas aussi un petit peu le fonctionnement de notre microbiote? Dans notre microbiote, on a des levures, des bactéries, mais aussi des populations peut-être de champignons qui vivent en symbiose avec nous? Ouais, effectivement, bah, on a un certain nombre de champignons dans l'organisme. Et c'est pour ça que finalement, les champignons remettent en question la notion de séparation, la notion d'individu, puisque en fait, on partage, je veux dire, certain nombre de champignons dans l'organisme. Et si on va plus loin, voilà, il y a un certain nombre de recherches scientifiques qui montrent qu'on partage 50% de notre ADN avec celui des champignons. Donc voilà, comme le disent certaines personnes, on serait à moitié humain, à moitié champignon. Oui, d'ailleurs, je crois qu'on a plus de bactéries intestinales dans notre microbiote que de cellules totales dans notre corps. C'est quand même assez amusant de s'en apercevoir. Et puis, dans une autre perspective, si tu regardes au microscope, par exemple, ta peau, il y a fort à parier pour que tu puisses pas voir la séparation des atomes qui composent ta peau de celles qui composent l'environnement. Donc, en fait, la frontière entre le soi et le non-soi, elle est quand même très floue. Et d'ailleurs, même sur notre peau, on a tout un microbiote, parce qu'on parle souvent du microbiote intestinal, mais en réalité, le microbiote, il est partout. Et donc, on a cette communication totale. Et donc, on est un mélange. On est un mélange de cellules et puis de populations extérieures, de levures, etc., qui vivent justement dans une espèce d'équilibre dynamique. Et on est presque un biotope et un environnement en tant que tel. Mmh. Ouais, complètement, c'est intéressant comme vision. Moi, si tu veux, c'est quelque chose que j'ai découvert en étudiant les champignons, en discutant avec des experts du sujet. Et c'est vrai que ça remet en question un peu cette vision d'un individu séparé du monde. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans l'étude des champignons, c'est que en fait, ça nous réconcilie d'une certaine façon avec la nature et puis, en fait notre lien avec l'environnement. Enfin, on s'aperçoit qu'on n'est pas des entités séparées, mais qu'on est voilà, relié d'une certaine façon, hein, avec, si on peut prendre cette image de réseau voilà, de mycélium qui connecte les êtres vivants dans la nature, enfin les êtres vivants, enfin, en tout cas les arbres et les plantes, mais aussi par extension avec les champignons, un certain nombre d'êtres vivants, enfin je veux dire les animaux, les êtres humains. C'est vrai que ça fait réfléchir d'une certaine façon, et puis ça permet aussi voilà, de créer du lien, en tout cas, d'une certaine façon, ou en tout cas avoir envie de se réconcilier avec cette vision de l'être humain, quoi. Cette notion de lien, elle peut paraître intangible, parfois spirituelle, voire mystique, et pour autant, on peut la ressentir, la découvrir potentiellement avec l'utilisation de ces mêmes champignons. Et là, je pense à la psilocybine. C'est des voies d'exploration que tu as expérimentées? Alors, oui, j'ai testé la psilocybine, donc et les champignons hallucinogènes. En revanche, j'ai pas eu une bonne expérience de ça, donc je sais pas si je serais la meilleure personne pour en parler. Enfin, si, en fait, si. En tout cas, c'est intéressant de parler de mon expérience. J'ai fait un bad trip. Moi, j'avais pris effectivement des champignons hallucinogènes et ça s'est mal passé. J'ai senti voilà, de l'angoisse, une forme d'anxiété et une envie en fait assez profonde de revenir au moment présent. J'en ai discuté du coup avec beaucoup d'amis, hein, justement, qui ont eu une expérience très différente de la mienne, qui ont eu des visions, un sentiment d'appartenance au tout, etc. Ça n'a pas été mon expérience. Donc, là, je vais peut-être décevoir certaines personnes, mais voilà. Après, ce qui est super important, en tout cas, dans la consommation de psilocybine, d'après ce que je sais, c'est le set and setting. Et moi, j'étais pas dans un contexte qui était favorable à ça. Donc, je pense que ce qui est important, en tout cas, quand on veut explorer ces voies-là, c'est vraiment de prendre soin de l'espace. Donc, soigner ce qu'on appelle le set and setting, donc l'environnement, en fait, qui vont accompagner l'expérience psychédélique. Je sais que maintenant il y a un certain nombre de retraites qui s'organisent, alors pas en France parce que c'est interdit, mais dans d'autres pays. Et voilà, je pense que c'est important de faire ça dans un cadre qui soit approprié, quoi. Et ouais. Je pense que ces substances, que ce soit la psilocybine, l'ayahuasca, etc., dans leur capacité et leur faculté à t'hyperconnecter à tes sens, te rend
super conscient et supraconscient de ton environnement interne et externe. Et par conséquent, si que ce soit ta disposition interne ou l'environnement dans lequel tu es n'est pas favorable à une expérience de qualité, eh bien tout est multiplié, tu vois. Toutes tes perceptions sont multipliées, sont exacerbées, et donc potentiellement fondent soit des expériences incroyables, soit des bad trips, parce que justement c'est le même mécanisme à mon avis qui est à l'œuvre derrière les deux, d'où effectivement l'importance, comme tu disais, du setup, des personnes avec qui tu le fais, du moment où tu le fais, d'un point de vue mental, de l'état d'esprit dans lequel tu es avant de commencer, etc. quoi. Toi, t'as eu des expériences psychédéliques intéressantes? Ouais, bah moi j'ai fait donc plusieurs fois la psilocybine et puis l'ayahuasca aussi. Et puis d'autres d'ailleurs qui étaient pas sans substance exogène, du type respiration holotropique, yoga Tumo en Italie, quand je fais des longs trails aussi. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu vois, peut-être que je crois que la première fois que j'ai eu ce type d'expérience, j'ai comme si j'avais ouvert la porte à de nouvelles parcelles de ma conscience, comme si c'était un nouveau territoire non exploré à aller découvrir, et qu'à chaque fois maintenant, j'étais capable de trouver la porte et puis d'aller découvrir et explorer une nouvelle parcelle. Et j'y arrive par par des principes, des méthodes, des outils différents. C'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin de substances exogènes. Maintenant que je connais la porte, en fait, je peux y accéder de plein de façons différentes. Mais à chaque fois, j'irai voir une parcelle différente, tu vois. À chaque fois, c'est différent. Et donc c'est vachement intéressant. Et donc, si je fais un focus plus précis sur les champignons et la psilocybine, c'est comme si ça m'avait offert une connexion beaucoup plus importante à mes sens, au moment présent, à la conscience de mon environnement. Et ça a perduré après l'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde le ciel, quand je regarde les plantes autour de moi, quand je regarde des fleurs, quand je sens l'oxygène qui remplit mes poumons, que j'écoute le grain de la voix d'une chanson, eh bien, c'est comme si ma perception de tous ces stimuli était accrue. Avant, j'avais peut-être tendance à traverser un peu mes journées à toute vitesse sans vraiment les voir et les apercevoir. Et maintenant, je les vis. Je les vis beaucoup plus, je les incarne beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment ce que m'a apporté la psilocybine. Après, l'ayahuasca, ça a plutôt été un voyage intérieur qui m'a réconcilié avec une forme de petit enfant intérieur que j'avais caché derrière une énorme armure de fer blanc pour me protéger du monde, qui me donnait l'impression d'être fort. Tu vois, tu parlais de guerrier tout à l'heure, d'être un vrai guerrier, mais qui en réalité était un demi-guerrier parce que c'est un guerrier qui se protégeait. C'était pas un guerrier qui s'offrait. Et donc ça m'a aussi permis d'accepter mon envie d'aimer et d'être aimé sans avoir peur, tu vois. Et d'ailleurs, j'avais même pas conscience d'avoir peur, mais en réalité, je pense que j'avais beaucoup d'amour en moi et j'avais envie d'en recevoir aussi, mais il y avait toujours cette espèce de filtre de protection et ça l'a un petit peu fait tomber et ça m'a permis de ressentir justement tout ça. Et puis, pour en prendre un dernier, la respiration holotropique, par exemple, j'ai eu deux expériences différentes. Une qui m'a vraiment transcendé par l'amour que je ressentais pour ma fille et ma femme, et ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie. Et puis une autre qui m'a aidé à percevoir certains traumatismes que j'ai pu vivre dans mon enfance, mais sous mon œil d'enfant. C'est-à-dire que je les avais déjà acceptés dans le sens où j'étais capable d'en parler, j'avais pris beaucoup de recul par rapport à ça, enfin, c'était quelque chose que je pensais avoir métabolisé. Mais en fait, je les avais toujours analysés depuis ma posture d'adulte responsable, d'adulte avec une vie, avec une sécurité, avec plein de choses qui fondent ses comportements et sa vision du monde, sans percevoir le fait que le petit enfant qui avait 3 ans, qui avait 4 ans, qui avait 5 ans, qui avait 6 ans, qui avait 12 ans, avait une perception des choses, des dynamiques sociales, de l'amour de ses parents, etc., qui était radicalement différente. Et que ce que aujourd'hui je ressens par rapport à cette situation-là est complètement différent de celle que le petit enfant que j'étais avait pu ressentir. Et donc ça m'a vraiment aidé à passer un gap, là-dessus, et puis à achever, on va dire, mon travail libératoire de ces traumatismes passés. Magnifique. Bah, t'as l'air d'avoir fait du chemin, c'est inspirant.
Vraiment. Sincèrement, je trouve que c'est inspirant ce que tu racontes, parce que je pense qu'on a tous des traumas. Enfin moi aussi, hein, je veux dire, j'ai vécu des traumas, et tout l'enjeu, effectivement, quand on grandit, c'est de réussir à dépasser ça, quoi, pour pouvoir vivre une vie qui soit digne de ce nom. Voilà, comme tu dis, être aimé. Enfin, c'est un peu le vrai sujet, j'ai l'impression, et ça demande, voilà, effectivement, un certain nombre d'expériences, de transformations. Et je trouve que tu l'incarnes bien, donc c'est inspirant. Ouais, c'est gentil, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a tous des traumas, etc. Après, malgré tout, j'ai envie de rajouter un petit bémol là-dessus, dans le sens où j'ai l'impression que le fait d'aller chercher, dynamiter et se libérer de ces traumas, c'est devenu la nouvelle hype du développement personnel, comme si on devait tous se réparer, être réparés, faire des tonnes d'introspection. Et je pense que parfois c'est contre-productif aussi. Je pense que c'est important dans une certaine mesure quand tu sens que ça te limite dans ta capacité à vivre, à interagir avec le monde, à être la personne que tu as envie d'être, à aimer les autres autour de toi, etc. Mais que ça doit pas être une fin aussi, et que tu vois, on parlait de la personnalité tout à l'heure et de cette sensation que la société, les injonctions de la société te faisaient te conformer à une voie du milieu. Eh bien, j'aime pas cette idée, tu vois, de croire qu'on doit forcément être réparé, que tous nos défauts, tous nos, tous nos fonctionnements, voilà, soient forcément des problèmes. Tu vois, je pense qu'on doit toujours chercher à être une meilleure personne, à incarner nos valeurs au maximum, tout en acceptant le fait qu'on est des humains et donc on est faillible. Mais voilà, mais pas forcément surinvestiguer, et puis toujours chercher à se réparer. Tu vois, cette diversité, c'est aussi, d'ailleurs, tu vois, tu parlais, on peut refaire un parallèle avec la nature. La diversité, elle est partout. Le chaos, le vivant, d'ailleurs, s'épanouit à la marge entre l'ordre et le chaos. Et même notre corps, tu vois, si on voit dans une perspective sportive, on est toujours en train d'essayer de compenser les trucs, les déséquilibres, pour être parfaitement symétrique. Il n'y a rien qui est symétrique. Moi, j'ai eu un accident de moto, un grave accident de moto quand j'avais 18 ans. J'avais la jambe gauche en 4 morceaux. Et aujourd'hui, j'ai plein entre guillemets, de déficits, mais auxquels mon corps a trouvé des compensations, et ça m'empêche pas de skier, de faire des trails, de faire de la musculation, de faire plein de sports, et de ressentir aucune limitation, alors même qu'à l'époque, les experts m'avaient dit que j'avais des handicaps à vie, etc. Et si je vais voir un podologue, ou si je vais dans un magasin, maintenant tu sais, t'as des magasins de course à pied et ils te filment sur un tapis, et puis ils te disent, ah, regarde, ta foulée, elle est hyper pronatrice ou hyper supinatrice, et puis ils te filent des semelles pour essayer de corriger ça. En réalité, ces semelles, elles vont jamais corriger les corrections que ton corps a déjà apportées au fil des milliards d'heures qu'il a passé avec ses déséquilibres. Et donc, en ajoutant ces semelles, en essayant d'avoir un truc qui est bien droit, bien parallèle, bien symétrique, bah, tu recrées en réalité d'autres déséquilibres. Donc tout ça pour dire que nos imperfections, elles font aussi partie de notre beauté, et que je pense que on peut y trouver des facteurs de bénéfices, tu vois, tant d'un point de vue intellectuel que physique. Et pour terminer sur mon parallèle avec le côté physique, et ben justement, ces pieds hyper pronateurs ou hyper supinateurs, dont on a longtemps pensé qu'il fallait les corriger, bah aujourd'hui ils montrent dans les études qu'ils sont plus protecteurs que potentialisateurs de risque de blessure. Donc tout ça pour dire que ce qu'on prenait comme être des défauts. Et d'ailleurs, tiens, je refais un dernier exemple, mais parce que je trouve qu'il est évocateur et qui colle bien avec notre conversation, puisqu'il est lié au microbiote. On cartographie aujourd'hui le microbiote et les populations microbiennes qui vivent à l'intérieur de nous. Et donc, il y a certaines populations qu'on considère généralement comme positives, bienfaitrices, et puis d'autres comme plutôt négatives. Et donc, il y a des scientifiques qui ont été étudier ces microbiotes chez des populations de chasseurs-cueilleurs, notamment les Asda, et qui ont découvert avec surprise qu'ils avaient une surpopulation d'une population microbienne qu'on considérait, nous, comme négative, alors même qu'ils ont un super système digestif, une super immunité, qui tombent quasiment jamais malades, etc. Et donc les scientifiques se sont demandé pourquoi,
pourquoi le fait d'avoir ce microbiote qu'on considérait comme déséquilibré en France, en réalité leur conférait visiblement des avantages. Et la réponse qu'ils ont trouvée, c'était de dire que, eh bien, le fait d'avoir une petite dose d'agression régulière entretenait la vigilance de leur système immunitaire et finalement les rendait plus résilients. Donc le fait, tu vois, d'essayer de chercher une forme de linéarité, même dans notre alimentation, d'avoir pile le bon nombre de protéines tous les jours, etc. Eh ben peut-être loin de nous approcher de l'optimal, nous rend peut-être plus désadaptés. Super intéressant ton point. C'est effectivement c'est un vrai sujet. Et moi, je suis d'accord avec toi quand tu parles effectivement de cet écueil du développement personnel qui est celui voilà de se protéger de tout, cette quête du bien-être, du bonheur. Moi, je me retrouve pas du tout là-dedans. C'est certain. Je pense qu'effectivement, il y a un piège. Je veux dire, à rechercher la dernière technique pour me sentir bien dans la peau. Tu vois, moi, je suis un lecteur de Nietzsche et je trouve ça assez pathétique. Je trouve que c'est une forme de dégénérescence de notre époque, de vouloir en permanence rechercher ce confort pour se sentir bien. Je pense que la vie est plus intéressante que ça, en tout cas quand elle est vécue avec voilà une certaine ambition, une certaine grandeur. Et les grandes épreuves que tu as mentionnées, bah, je pense qu'effectivement c'est aussi une façon de grandir. Et tu as fait référence, je sais pas si tu lis Nassim Taleb, mais c'est vrai qu'il parle de d'antifragilité dans le rapport aux événements aléatoires, aux événements chaotiques de l'existence entre guillemets. Et c'est vrai que au lieu de parler de résilience pour faire face aux difficultés de la vie, moi je préfère parler de croissance post-traumatique. C'est-à-dire que si vous avez vécu un drame familial, personnel, au lieu de chercher une résilience qui est voilà de supporter cette douleur, je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de vue que en fait une grande souffrance peut être transformée en quelque chose, en une énergie qui vous permet de vous accomplir vraiment avec grandeur. Et quand on pense aux grands personnages de l'histoire, je sais pas, bon, moi j'aime bien les personnages historiques, je m'intéresse à Napoléon notamment, je lis une biographie de Napoléon, on voit que c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Et il a fait une tentative de suicide quand il avait 23 ans à Paris, voilà, une autre tentative à Fontainebleau, il avait essayé de se tuer en avalant du poison. Et en fait, on voit que pour faire des grandes choses, nécessairement, il faut avoir souffert, en fait. Et si vous avez vécu un traumatisme, ça peut être une chance pour vraiment accomplir des choses intéressantes dans votre vie, quoi. Voilà un petit peu pour répondre sur ce sujet de voilà le Est-ce que piège, tu te souviens de comment s'appelle toi qui t'es pas mal intéressé à la culture aux cultures orientales, de cet art qui consiste à recoller les parties d'un vase une fois qu'il est cassé, tu sais, et puis avec du fil d'or. Et donc en fait, ce vase cassé devient encore plus beau parce que ça devient une œuvre d'art. Et donc il est pas robuste parce qu'il a été cassé, mais c'est vraiment l'expression d'antifragilité parce qu'il revient encore plus beau que ce qu'il n'était avant. Ça te parle cet art japonais, je crois? Ah. Ah, je t'entends plus. Est-ce que tu m'entends? Ouais, désolé, ça a Ah, coupé. ça y est. On Yes. était sur satanée connexion. On était sur la notion de robustesse, c'est ça, t'avais parlé de j'ai entendu Ouais, donc je te parlais d'un art japonais qui consistait en le fait de réparer un vase cassé ou un objet cassé, ils le font peut-être avec des assiettes aussi, etc., avec une sorte de fil d'or. Et ce qui est vraiment intéressant et évocateur avec ça, c'est que c'est une expression de l'antifragilité. Parce que l'objet ne revient pas tel qu'il était initialement, mais il revient plus beau, tu vois, sublimé par le traumatisme qu'il a vécu. Et donc, parce que tu évoquais la notion de croissance post-traumatique, et donc j'aime bien ce parallèle avec cet art qui est très 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 visuel. Ouais, c'est intéressant. Moi aussi, enfin, effectivement, je trouve ça inspirant, quoi.
je trouve ça inspirant parce que quand on entend effectivement des histoires de développement personnel, des personnes du coup qui ont appris à vivre avec voilà leur petite histoire familiale, moi ce qui me frappe en fait et ce qui me gêne, c'est toujours ce manque, si tu veux, d'ambition. Je veux dire, est-ce que l'ambition d'une vie, c'est voilà d'avoir surmonté les petits traumas familiaux. Je trouve ça très petit en fait. Je veux dire, je pense que quand même enfin, comment dire, il y a quand même enfin comment dire, on peut faire des choses plus intéressantes dans une vie quoi, que dépasser si tu veux ces petits traumas d'enfance. Après, je veux pas non plus les sous-estimer. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout médecin, psychiatre, etc. Moi, je peux que parler de mon expérience, quoi. Mais c'est vrai que quand je lis des biographies de personnages intéressants, enfin, je sais pas, Napoléon ou d'autres personnes, en fait, bah, j'ai vu que finalement la souffrance, elle a été transformée, traversée pour faire quelque chose de beau. Et voilà, c'est pour ça que cette image de vase japonais qui a été reconstruit avec un fil d'or, je trouve ça très intéressant. Parce que effectivement, la souffrance quand elle est traversée, bah, elle peut être lumineuse. Je veux dire, on voit les personnes qui ont surmonté. Enfin, je sais pas si tu as déjà vu des gens, tu vois, qui ont surmonté des épreuves importantes dans leur vie. Ils ont ce truc un peu lumineux, un peu, tu vois. Tu vois, je sais pas si toi t'es sensible à ça, mais on sent que quelque chose de lumineux, quoi, tu vois. Parce que il y a une souffrance qui a été traversée, quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui a été assumé, quoi. Tu vois, de la gravité de l'expérience humaine. Moi, j'ai un peu l'impression que dans le développement personnel, on a tendance à fuir ça. Voilà. Et d'ailleurs, tu sais, ça me fait penser à récemment, ma maman m'a dit j'aurais aimé que t'aies pas à vivre ceci ou cela. Enfin, bref. Et puis je lui ai dit mais non, tu dois pas dire ça parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je me sens à ce point-là libre et sans peur parce que ma vision des problèmes, etc. est en réalité complètement mise en perspective par ces épreuves que j'ai eu à surmonter. Et donc aujourd'hui j'ai une forme d'apaisement et de non-stress entre guillemets qui est hyper fort, tu vois. Il peut se passer presque n'importe quoi dans ma vie, la plupart du temps ça va pas me stresser, ça va pas m'inquiéter, etc. Et tout ça c'est vraiment une sorte de super pouvoir qui est génial et que j'ai développé en ayant des épreuves à surmonter. Et le corollaire de ça, c'est que pendant longtemps, j'ai vécu avec une espèce de petites boules noires, tu vois, de poids à porter. Et je m'étais fait une raison, tu vois, je m'étais dit, bah, c'est ok, tu vois, je l'ai apprivoisé. Je l'ai apprivoisé, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, et puis ça sera comme ça. Et aujourd'hui, je suis papa de deux filles merveilleuses. J'ai une fille, j'ai une vie qui me plaît, notamment grâce à Limitless. Je le dis souvent, mais toutes les expériences que j'ai pu vivre, toutes les personnes que j'ai rencontrées et le terreau de réflexion que ça m'a apporté m'a aidé énormément dans ce cheminement et m'a permis de passer, de faire un virage à 180 degrés et de devenir une personne à l'opposé de celle que j'étais. Euh, et, et tu vois, aujourd'hui, même cette petite boule noire, sans presque que je m'en aperçoive, elle s'est évaporée. Donc j'ai gardé les bénéfices entre guillemets de la douleur par cette forme de résilience et de non peur et qui me permet de me sentir parfaitement libre parce que je suis pas contraint par l'environnement, j'ai pas peur de l'environnement. Et en même temps, eh bien, j'ai cet apaisement et cette fluidité dans la vie. Et donc, quelque part, ben, j'ai le double effet, le double truc cool, tu vois. Après, clairement, bon, bah là, je témoigne de ma propre aventure et je sais que j'ai beaucoup de chance. Et d'une certaine façon, c'est une forme de biais du survivant. Parce que, bah, pour moi qui ai réussi à transcender ça et puis à me sentir bien, il y a un autre moi qui aurait pu passer à côté et puis vivre une vie de semi-dépressif chronique, à moitié drogué, comme je l'ai été. Et c'est pour ça que j'ai autant de gratitude d'ailleurs pour la vie que j'ai aujourd'hui, parce que je sais qu'il se serait fallu de peu pour que je rate le coche, que je rate le chemin et que j'ai une vie complètement différente. Enfin, je continue en tout cas sur le chemin que j'avais initié au début et qui était vraiment beaucoup moins vertueux. Non, mais effectivement, après, c'est un vrai sujet, ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vois, quelqu'un se lève et commence à se transformer? Bon, c'est un grand mystère, et ça, tu vois, je pense qu'il faut être humble par rapport à ça. Et peut-être que tu as eu de la chance, peut-être que, tu vois, tu as fait les efforts
bah voilà, t'as fait des efforts aussi, tu vois, qui étaient demandés, quoi, pour transformer tout ça. Moi, je sais pas, tu vois. Je pense que chacun doit regarder dans son expérience, quoi, dans son existence, quoi, comment en fait on peut, comment avancer. Moi, tu vois, effectivement, j'ai eu un certain nombre de difficultés dans ma vie. J'ai fait plusieurs dépressions, et justement, c'est marrant parce que j'ai longtemps pensé que ma vie était foutue, quoi. Tu vois, quand j'avais 23, 24 ans, donc j'étais assez dépressif, et je pensais que je serais comme ça toute ma vie, quoi. Et je me rappelle, je parlais à des gens de ma famille, et je disais que voilà, la vie c'était de la merde, etc. Et et effectivement, il y a quelque chose qui s'est transformé, et ça a pris du temps, tu vois. Je pense que voilà, des rencontres ont eu de l'importance, des lectures, mais finalement c'est assez mystérieux, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu vois, tu te lèves dans cette solitude et puis tu décides de faire quelque chose de ta vie. Moi, tu vois, il y a un bouquin qui m'a pas mal intéressé récemment, ça s'appelle Mindset de Carol Dweck. C'est une américaine psychiatre et qui étudie justement, tu vois, qu'est-ce qui fait que quelqu'un décide de se développer dans son existence. Et elle parle, tu vois, de growth mindset. Donc bon, ça fait un peu bullshit, hein, dit comme ça, versus fixed mindset. Tu vois, donc en français, donc c'est la mentalité de croissance versus la mentalité fixe, en fait. Et elle dit que ce qui permet aux gens de se développer, de croître dans leur existence, c'est d'avoir un esprit de croissance, donc un esprit qui est curieux d'apprendre en fait en permanence, voilà, de vivre des nouvelles expériences, voilà, de se développer. Et je pense qu'en fait c'est aussi un bon moyen, voilà, de traverser ces épreuves-là. Mais après, voilà, le mécanisme de transformation, c'est vrai que ça reste quand même assez mystérieux, quoi. Ouais, bah, je suis hyper en phase avec ce que tu dis là, et notamment, enfin, tu vois, tu disais bah, que ça a été à la fois des lectures, des rencontres, etc. Et en fait, je pense que c'est ça le message à retenir, c'est qu'en réalité, je pense pas que ce soit une chose, tu vois, qui te permette du jour au lendemain de te transformer et puis de devenir une nouvelle personne. Je pense que c'est plutôt un faisceau de petits stimuli qui ensemble créent une forme de synergie et puis qui petit à petit te poussent sur le bon chemin. Et d'ailleurs au début ce chemin il est parallèle au premier, il a juste un angle légèrement différent, mais des années plus tard bah, en fait il t'a emmené à des années-lumière du premier. Et au final, comment est-ce que tu maximises et favorises le fait d'avancer de la bonne façon entre guillemets sur ton chemin, si tant est qu'il y a une bonne façon? Je pense qu'il y en a une, et que cette bonne façon elle est liée à cet état d'esprit justement d'exploration, de tout le temps essayer de t'ouvrir, d'explorer, de te nourrir de rencontres, de lectures, de connaissances, d'expériences, de découvertes, et voilà. Et à partir du moment où tu es dans cet esprit de croissance justement tel que tu le décris, eh bien d'une certaine façon tu avances vers ta propre réalisation. Mmh. Ouais, tout à fait. Et puis pour ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, je pense que voilà, les solutions, on les trouve soi-même dans sa vie par ce qu'on fait et en étant dans l'action. Tu vois, moi, si je Tout à regarde dans fait. ma vie, bon, tu vois, j'étais dépressif. J'ai créé un business autour de ça, tu vois, et j'ai fait de la musique parce que aussi certainement, tu vois, j'avais besoin d'exprimer des choses que j'arrivais pas, si tu veux, à sortir de moi-même. Et c'est vrai que je pense que ouais, en fait, dans sa vie, les solutions, elles peuvent être dans ce qu'on de ce qu'on fait, quoi. Enfin, concrètement, quoi, dans notre boulot, quoi. Moi, je crois beaucoup au fait que le travail guérit un peu les blessures qu'on a eues, les épreuves en fait qu'on a traversées. Je pense que c'est vraiment un bon moyen de réalisation, d'accomplissement personnel, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que voilà, quand on est dans cette situation, le pire en fait qui puisse arriver, en fait, c'est de rien faire, quoi. C'est vraiment de rester un petit peu dans son petit confort personnel en attendant que ça passe. Quand on s'intéresse justement au mécanisme du stress, ben, on voit bien que ce qui peut déclencher des stress et ensuite des maladies chroniques, c'est l'inhibition de l'action. En fait, c'est cette perte d'envie d'agir qui nous fait ensuite bah, voilà, décompenser, qui nous fait bah, voilà, avoir un certain nombre de maladies, etc. Donc, c'est pour ça que les réponses, en fait, bah, elles sont dans notre vie, quoi, à condition d'agir dans des choses, en fait, qui nous permettent de nous réaliser, quoi. Et je pense que le travail, et c'est pas forcément un travail salarié, quoi. Ça peut être, tu vois, bon, moi, j'ai fait de la musique.
j'ai écrit des trucs. Donc c'était pas, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être la création d'un podcast, tu vois, comme tu fais. Enfin, je veux dire, du coup, t'es en mouvement, tu rencontres des gens, etc. Mais je pense que voilà, il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans d'autres expériences assez éloignées de ce qu'on vient de citer, quoi. Ça peut être, mais je pense que l'action, c'est vraiment un levier important justement de transformation, voilà, de ces traumas personnels. Ouais. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Et en plus, le risque, sinon, c'est de rester en vase clos dans ta tête. Et en fait, tu surinterprètes les choses, tu surinvestigues, tu surintrospectives. Mais en étant en vase clos, donc en auto-alimentant ton moulin de tes propres pensées, qui elles-mêmes sont conditionnées par les pensées que tu avais déjà avant. Donc, tu rentres dans une espèce de cercle vicieux aussi, qui est pas favorable à l'évolution. Je vois que tu as plein de références littéraires, tu l'as déjà dit plusieurs fois, tu adores lire, tu as parlé de biographie, etc. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis ces dernières années, quelque chose dont tu étais convaincu, et puis dans ton cheminement, par ton cheminement, justement, tu t'aperçois aujourd'hui que non, t'avais pas la vérité, et ça remet vraiment en perspective ta façon de voir les choses? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs, mais un sujet du coup qui m'a fait changer d'avis récemment, c'est tu vois, parce que depuis que je travaille dans le milieu de la santé, de la nutrition, etc. Ben en fait, je côtoie des gens qui ont une vision un peu magique du monde et des gens, tu vois, qui ont une vision très scientifique du monde, tu vois. Et là où avant, moi, j'avais une vision, tu sais, assez, enfin, cartésienne du monde, tu vois, où en fait, voilà, je croyais que ce qui était prouvé par la science. Ben maintenant, si tu veux, je considère que on peut avoir à la fois une vision magique du monde, tu vois, et croire, par exemple, que une certaine plante, tu vois, utilisée depuis des milliers d'années dans les traditions médicales asiatiques, peut guérir une pathologie grave. Et je crois également que la science, tu vois, par voilà, la méthode scientifique peut avoir également la vérité, quoi. Donc, si tu veux, je considère que on peut avoir à la fois une vision magique du monde et une vision très cartésienne et scientifique, là où avant, tu vois, j'avais tendance à me positionner uniquement dans le camp, tu vois, de la science. Ça, c'est un point sur lequel j'ai changé d'avis. Et après, non, mais aussi un des gros points sur lequel j'ai changé d'avis, moi, c'est celui, si tu veux, de la souffrance, quoi. Où en fait, j'ai l'impression d'être, ce que je te disais, j'ai l'impression d'être écrasé, si tu veux, par mon vécu, par les souffrances que j'avais quand j'étais dépressif, etc. Et je pensais que, si tu veux, c'était une fatalité, tu vois. Je pensais que je resterais toujours dans cette situation, voilà, un peu merdique, quoi, où en fait je me sens pas bien, je suis déprimé, la vie c'est de la merde. Et en lisant effectivement un certain nombre de livres d'aventures, tu vois, donc de Stendhal, Le Rouge et le Noir, des biographies, la vie de Napoléon, ou d'autres choses, je vois que au contraire, en fait, comme je te disais, la souffrance, c'est une forme d'énergie en fait qui peut être utilisée pour s'accomplir. Et quand j'ai compris ça, ma vie elle a radicalement changé. Vraiment, ça a été radical, quoi. Et je pense que voilà, c'est aussi un message d'espoir pour un certain nombre de personnes qui traversent des difficultés, quoi, et qui se sentent, si tu veux, écrasées par leur existence. Ils sont un peu peut-être embourbés dans une sorte de fatalisme. Et moi, ce que j'ai compris donc en lisant ces livres, mais après j'en ai fait l'expérience, c'est que en réalité, voilà, la souffrance c'est de l'énergie, quoi. C'est vraiment de l'énergie pour s'accomplir et faire des belles choses dans le monde, à condition de voir, je veux dire, comment transformer ça, quoi. Donc, mais la lecture, effectivement, c'est un bon moyen justement pour s'inspirer à travers les histoires de personnes justement qui ont une vie difficile, quoi. Ouais, c'est un super beau message. Merci pour ce partage. Et sur le premier point, sur cette sorte de dichotomie entre le pragmatisme scientifique et puis l'enchantement du monde, Ouais. je pense qu'en réalité, moi j'aime bien cette phrase que j'ai entendue d'Elisa Marceau qui dit: les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. À mon avis, je parlais de réductionnisme tout à l'heure. La science a beaucoup progressé grâce au réductionnisme, c'est-à-dire en essayant d'isoler
les parties de leur tout. Et en étudiant les systèmes, les micronutriments, chaque chose de façon vraiment très très précise, très très différenciée du reste. Et donc ça nous a appris énormément de choses et ça nous a aussi fait perdre de vue la notion d'ensemble, de synergie, parce que tout est intriqué. Bon, ça c'est un point. Et ça nous donne la sensation de pouvoir connaître, comprendre et contrôler le monde. Ce qui est loin d'être le cas. En réalité, malgré tous les super pouvoirs qu'on a, toutes les innovations qu'on a été capable de créer, eh bien, notre compréhension des lois de la physique, de la biologie, du fonctionnement du cerveau, tu vois, on a parlé un peu de dépression, de psychologie, etc. Aujourd'hui, on met des diagnostics comme des étiquettes pour enfermer aussi les gens dans des boîtes, alors qu'en réalité, on comprend même pas très bien comment fonctionne notre cerveau, où est la conscience. Même les voies de la douleur, comment se fonde la douleur, parce que tu as des douleurs physiques qui sont liées à un stimuli, et puis tu as des douleurs qui existent alors qu'il y a même plus, tu vois, tu as les douleurs des membres fantômes, des douleurs qui sont liées juste à des pensées. Enfin, et donc, en réalité, il faut être humble vis-à-vis de notre compréhension aujourd'hui du monde, de la physique, de la biologie. Et donc, probablement que, puisque tu prenais l'exemple de ces plantes qui peuvent guérir des pathologies, même si on ne comprend pas exactement comment elles fonctionnent, ben, c'est pas que c'est magique. Il y a certainement un principe sous-jacent scientifique qui peut l'expliquer. Simplement, on n'est pas encore capable de le montrer parce que nos connaissances sont pas suffisantes. Et donc voilà. Donc je pense que on doit avoir plus d'humilité vis-à-vis de nos niveaux de connaissances actuels, accepter le fait, être reconnaissant du fait de savoir énormément de choses, mais savoir que ce énormément de choses, ça représente peut-être 1 ou 2% du vivant, que notre compréhension du génome humain, même si on est capable de le séquencer et puis avec CRISPR d'aller le modifier pour créer à peu près ce qu'on veut, eh bien ça nous donne l'impression d'être Dieu, mais on n'a pas les connaissances de Dieu. Donc voilà, donc il nous reste encore beaucoup à découvrir. Et si on garde un esprit explorateur, un esprit scientifique, parce que un scientifique en réalité, c'est quelqu'un qui recherche et qui par définition s'ouvre au fait de se tromper. S'il avait la science, s'il avait le savoir, ça serait plus un scientifique, ça serait plus un chercheur. Un chercheur, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas. S'il savait, il serait pas en train de chercher. Et ça, tu vois, j'ai l'impression aussi quand tu écoutes les scientifiques qu'on a tendance à l'oublier parce que t'as la sensation que certains scientifiques sont là pour affirmer, pour montrer, pour faire des publications, etc., comme si ils avaient la maîtrise de la science. Alors que pour moi, ça, c'est pas la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est plus une forme d'empirisme, voilà, d'explorateur. C'est sûr, les grands scientifiques, franchement, ils sont extrêmement humbles. Je veux dire, quand on s'intéresse effectivement à la science, on voit que les chercheurs les plus avancés avancent un peu toujours sur des œufs, quoi. Et ils sont pas si affirmatifs que ça. Et parfois, leur vision du monde peut se rapprocher de la vision du monde d'un chaman, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant, quoi. Et aussi, je trouve que c'est enrichissant de pouvoir habiter cette contradiction, effectivement, que le monde peut être à la fois baqué par des vérités scientifiques et également être magique, tu vois, comme pourrait le voir un chaman d'Amérique du Sud, quoi. Et d'ailleurs, parce que tu parles de chaman, tu sais, donc je parlais de mon expérience avec l'ayahuasca tout à l'heure, et donc avec l'ayahuasca, notamment, à un moment, j'étais assis sur au pied d'une cheminée, et puis j'avais les yeux fermés, et j'avais l'impression d'être un volcan, d'envoyer de l'amour à tout le monde et de ressentir l'amour de tous ceux qui étaient dans la pièce, quoi. Alors que je les voyais pas, j'avais les yeux fermés, on était dans la pénombre, etc. Et donc, c'est une expérience, vraiment, j'avais cette sensation, tu vois, de sentir l'amour des gens autour de moi, de sentir leur vibration, tu vois, de sentir leur énergie. Et moi, qui suis hyper pragmatique, hyper cartésien, ça m'a un peu chamboulé parce que je me suis dit, il y a des trucs du domaine du non perceptif qui semblent exister. Et donc, ça faisait pas cohérence avec mon monde de croyance et de pensée. Et puis, peut-être 1 an ou 1 an et demi plus tard, j'ai assisté à une conférence hyper intéressante qui parlait un peu de physique quantique, de biologie des croyances, etc. Et qui montrait, notamment, qui parlait du système nerveux intracardiaque. Donc, on a, je crois, 30 000 neurones sur le cœur, ce qui est très, très peu comparé aux millions qu'on a dans le cerveau, aux milliards qu'on a dans le cerveau. Mais pour autant, qui émet un champ électromagnétique, je sais plus, 40 fois plus fort. J'ai plus les bons chiffres, hein, pardon pour ceux qui écoutent, il faudra confirmer les chiffres. J'en ai parlé dans une newsletter, je la mettrai en lien, comme ça, qui est plus rigoureux sur le plan scientifique.
Et donc, ce système nerveux intracardiaque émet un champ électromagnétique qui dépasse le corps et qui est capable d'entrer en résonance avec des personnes autour de soi. Notamment une mère avec son enfant, sans même qu'il y ait de contact physique avec lui, va pouvoir synchroniser ses ondes cérébrales et ses battements cardiaques. C'est déjà dingue. Et plus récemment, j'ai vu une étude, toi qui adores la musique, ça va te parler, qui montrait, donc ils avaient mis une centaine de personnes dans un concert, ils les avaient bardés de capteurs, plein de capteurs, qui captaient la pression artérielle, les oscillations sur le siège, le rythme cardiaque, les ondes cérébrales, le rythme respiratoire, etc. Et il y a quelque chose de dingue qui s'est passé, c'est qu'ils ont observé que ces gens-là rentraient en résonance. Donc synchroniser leurs différents biorhythmes avec la musique. Tout ça pour dire que donc il y a ce système nerveux intracardiaque qui sort du corps, qui est capable d'impacter les gens autour de toi, donc et qui modifie donc les battements du cœur, etc. On sait par la biologie des croyances que d'une certaine façon, nos pensées, notre façon de fonctionner influent sur l'expression de notre épigénétique, de nos gènes et inversement. Enfin, voilà, et au final, tout ça se relie. Et donc, ce ressenti que j'avais eu pendant cette session d'ayahuasca, bon, bien sûr, il y a des gens qui pourront écouter cet épisode et qui vont dire, oui, bon, en fait, c'est juste qu'il était défoncé. C'est une lecture possible, mais ça n'empêche que il y a des choses du domaine de l'intangible qui aujourd'hui commencent à être mesurées par la science et qui montrent que là, on pensait qu'il n'y avait rien, il y a quelque chose. Alors, je suis pas en train de dire que ce quelque chose, c'est quelque chose de complètement mystique, etc. Mais qu'il y a des choses qui échappent à notre vision et qui, pour autant, sont mesurables. Et rien que ça doit nous rappeler justement à ce dont je parlais précédemment, c'est-à-dire cette forme d'humilité face à ce qu'on sait et ce qu'on pense savoir. Non, complètement, ouais. Et pour rebondir un peu sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, tu es entrepreneur, tu es d'ailleurs entrepreneur chevronné, il y a un peu cette obsession à vouloir tout mesurer, quantifier, etc. Et donc moi, je suis un peu dans cette tendance-là aussi, quoi, parce qu'en fait, c'est nécessaire. Hein, dans n'importe quelle entreprise, on a besoin de mesurer ce qu'on fait. Voilà, c'est important. Et pour autant, j'essaie aussi d'être sensible à ce qui est pas mesurable. Tu vois, au retour client, tu vois, aux sensations que j'ai, tu vois, sur mon business, aux signaux faibles, etc. Et je pense que effectivement, c'est important d'être à la fois sensible à ça et aussi avoir une approche, voilà, cartésienne, analytique. Enfin, surtout quand on est dans le business, quoi. Je veux dire, pour pas aller dans le mur, quoi. Mais non, c'est clair. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que effectivement, tu vois, moi j'utilise Workflowy. Mes journées, si tu les regardes, elles sont hyper cadrées, hyper bien organisées, avec une segmentation et un plan précis. J'aime bien faire des prévisionnels, savoir où je vais, etc. Enfin, donc, j'aime bien avoir cette vision parfois mathématique, analytique des choses. Et pour autant, l'un des plus gros enseignements que m'ont appris mes 15 dernières années d'entrepreneuriat, c'est de faire de remettre à sa juste place mon intuition. C'est-à-dire qu'en réalité, mon intuition, sans que j'en ai forcément la perception, a toujours été le moteur de mon innovation, de ma créativité. C'est toujours elle qui m'a montré les opportunités, etc. Et pour autant, je la considérais comme un élément secondaire de mon intelligence parce que je préférais le pragmatisme justifié de mon cerveau analytique. Alors même que le pragmatisme justifié de mon cerveau analytique est dépendant de ce que porte à ma conscience l'intuition. Et donc, j'aime bien cette analogie dont j'ai eu l'idée, qui était de dire que l'intuition, c'est un peu ChatGPT. C'est-à-dire qu'elle se base sur les milliards d'interactions que tu as eues dans ta vie, de lectures que tu as eues, de connaissances, d'expériences que tu as vécues. Et donc, tout ça, ça te crée une base de données incommensurable, énorme, qui sommeille à l'intérieur de toi, consciente et inconsciente. Et ton intuition, c'est ta voie d'accès immédiate qui est capable d'aller extraire parmi toutes ces connaissances un ressenti, une émotion, une envie, un sentiment, une idée, et ensuite de la porter à ta conscience.
Et ton cerveau analytique, c'est toi qui es en train de lire la réponse de ChatGPT. Donc forcément, elle est beaucoup plus limitée parce qu'elle est limitée à ce que ta conscience, à ce que ton intuition a voulu te montrer. Mais par contre, effectivement, après, tu peux réfléchir dessus, tu peux aller chercher des informations complémentaires, dessiner un plan, les prochaines étapes pour y aller, etc. Mais donc, ces deux formes d'intelligence que sont l'analytique et l'intuition sont totalement liées. Et moi, j'aime bien cette vision de se dire, en fait, tout ce que tu vis dans ta vie, c'est comme si tu faisais grandir tes antennes. Je parlais de musculation tout à l'heure, on l'a parlé sous plusieurs prismes, le fait de muscler ta ténacité, ton courage, etc. C'est un peu pareil. C'est comme si tu musclais ton intuition à chaque fois que tu lis quelque chose, que tu parles à quelqu'un, que tu écoutes un podcast, même quand tu as l'impression d'avoir oublié la moitié, en réalité, cette moitié que tu as oubliée, elle fait peut-être partie de ton inconscient et ton intuition y a accès et va t'aider à avoir de meilleures idées, à prendre de meilleures décisions. Et donc, tu vois, tu parlais de ressenti tout à l'heure et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Je sais pas si tu as des salariés, mais tu vois, il y a un gars, il a des hard skills qui correspondent parfaitement à la fiche de poste. Ça a l'air d'être un tueur et c'est exactement le gars dont tu as besoin pour effectuer ces tâches-là. Mais tu fais un rendez-vous avec lui et puis juste tu le sens pas, tu vois. Tu le sens pas, mais tu vas quand même l'engager parce que sur le papier, il a l'air super. Dans les faits, à chaque fois que j'ai fait ça, il s'est avéré que mon intuition avait raison et que j'aurais pas dû l'engager. Comme il y a des décisions, parfois on te propose, je sais pas, des opportunités. C'est pareil, ça m'est arrivé plusieurs fois. À un moment, on m'avait proposé une fusion-acquisition d'une boîte que j'avais créée, l'une des premières agences d'influence marketing en France. Et sur le papier, ça avait l'air génial parce que ça me permettait d'écrire un projet d'autant plus gros et grand et de rêver plus haut, tu vois. Et j'étais enthousiasmé par ce que ça m'aurait permis de faire. Mais d'un autre côté, il y avait une petite voix intérieure qui me disait, non, on le fait pas. Et je le sentais pas. Je l'ai fait et au final, c'était une mauvaise idée, tu vois. Et à l'inverse, en général, quand mon intuition, elle me dit, vas-y, c'est génial. Et j'ai raison de l'écouter. Donc voilà, aujourd'hui, j'essaie d'avoir plus confiance en mes instincts naturels parce que dans 80% des cas, ils ont raison. Ouais. Écoute, ouais, c'est pas évident. Moi, pareil, en fait, quand je vais faire des recrutements, je vais être sensible à cette petite voix intérieure qui me dit si cette personne elle peut fitter ou pas, tu vois. Et de plus en plus, vu que je fais des vidéos YouTube et que je suis un peu plus visible dans ma boîte, les gens finalement ils viennent vers moi en ayant déjà, si tu veux, il y a un pré-filtrage, comment dire, qui a été réalisé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait les gens ils viennent avec de l'envie et du coup, pour moi, ça fait quand même pas mal le tri déjà, tu vois, parce que finalement moi c'est un des premiers facteur de recrutement, en tout cas là où j'en suis, tu vois, c'est l'envie en fait. Je veux dire, parce que quand t'as l'envie, tu peux apprendre, tu peux te développer, et après, effectivement, être sensible au ressenti. Moi, je fais un travail là-dessus, hein, parce que je sens, j'ai un peu du mal des fois, tu vois, j'ai l'impression de me tromper beaucoup sur les gens, et j'essaie justement de développer cette capacité-là. Du coup, je suis intéressé par ce que tu dis, quoi, parce que je veux dire, j'ai l'impression de m'être pas mal trompé auparavant, tu vois, dans ma vie avec les gens. Je trouve que c'est super important, ouais. C'est super important. Oui, mais je pense que justement, toutes les fois où tu t'es trompé, quelque part, ça fait grandir tes antennes et qu'aujourd'hui, tu vois, tout ça, plutôt que de les voir comme des échecs, tu peux te dire que ça minimise les risques de te tromper à nouveau. Donc, tu vois, l'échec est hyper dévalorisé en France et je pense pas que il faille rechercher l'échec parce que tu sais, parfois on encense dans les trucs de développement personnel, toujours on encense l'échec. Je suis pas en train de dire quand tu te lances dans un projet, dans une idée, dans une entreprise, tu vas pas te dire tu joues pour gagner. Mais ça n'empêche que chaque échec te rapproche de la victoire. Et d'ailleurs, c'est même le postulat de base du capital risque. Donc les startups, elles sont financées par des fonds de capital risque. Et un fonds de capital risque, il va dans sa thèse d'investissement en général chercher des boîtes qui peuvent devenir des licornes, quitte à ce qu'elles aient 80% de chances d'aller au tapis. Donc, ils vont préférer un investissement très risqué où ils savent que sur 10 investissements, il y a plus de la moitié des boîtes qui vont faire faillite et où ils perdront les 1, 10, 20, 50, 100 millions qu'ils ont mis dedans, en ayant une chance sur 10 de trouver une licorne,
plutôt que des investissements beaucoup moins risqués sur des startups qui font 2-3 millions, quoi. Et qui auront moins de chances de faire faillite, mais d'avoir un gros exit. Parce que cette licorne, elle va payer 10 fois la mise de toutes celles qui se sont pété la gueule. Et donc, dans cette thèse d'investissement, eh bien, en fait, chaque startup qui échoue, plutôt que de le voir comme 1 million de perdus, il le voit plutôt comme ça me rapproche statistiquement, ça me rapproche de l'opportunité de tomber sur la licorne que je recherche, quoi. Et toi-même, en tant qu'entrepreneur, si tu te places, toi, sous ton prisme ou start-upper, ben, quelque part, à partir du moment où tu te lances dans un projet qui est extrêmement ambitieux, il est par définition extrêmement risqué. Et donc, potentiellement, tu t'ouvres à l'échec. Sinon, t'es pas entrepreneur, tu vois. C'est un jeu. Tu peux pas être sûr de gagner. Sinon, c'est plus un jeu, tu vois. Et donc, bien sûr, c'est triste d'échouer, mais d'un autre côté, chaque échec, d'une certaine façon, te rapproche un petit peu plus de la victoire. Et la nature fonctionne comme ça. La nature, elle est pas, tu vois. Tu peux te dire qu'aujourd'hui, l'être humain, c'est probablement l'aboutissement le plus incroyable de ce que la sélection naturelle est capable d'accomplir. Déjà, ça supposerait que la nature cherche la complexité, que l'évolution cherche la complexité, alors que c'est pas le cas. Elle cherche simplement à ce que un organisme soit le plus fitness possible avec son environnement, donc le mieux adapté à celui-ci. Et donc, c'est les contraintes de l'environnement qui ont créé ce qu'on est. Donc, encore une fois, ça remet en perspective cette notion de chaos, de difficulté, de variabilité, de contrainte. De la contrainte naît vraiment l'innovation. Mais l'autre point, c'est que la nature, elle n'est pas intelligente, l'évolution n'est pas intelligente intrinsèquement parlant. C'est juste en multipliant des milliards de fois les essais-erreurs et par sélection naturelle, en supprimant tout ce qui est le moins fitness pour sélectionner ce qui est le plus fitness, que petit à petit arrive à des organismes qui sont hyper bien adaptés à leur environnement et qui semblent, lorsqu'on les observe aujourd'hui de notre prisme, être la quintessence de l'intelligence du vivant. Et donc, et voilà, et ce processus itératif d'essai-erreur, et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu Antifragile de Taleb dont tu parlais précédemment, qui met vraiment en valeur cet empirisme en lieu et place des prévisionnismes, des économistes qui essaient de prédire l'avenir, mais qui oublient de prendre en compte les fameux signes noirs, qui sont ces éléments cataclysmiques qui vont avoir des conséquences radicales sur l'environnement, tel que on a pu le voir là, ces dernières années. On a eu une espèce de succession de signes noirs complètement historique entre le Covid, la crise des semi-conducteurs, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, ensuite l'inflation et la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine et puis l'inflation, ça a vraiment été une succession de crises, de signes noirs justement. Et donc les entreprises qui avaient une approche justement plutôt itérative et empirique ont pu en tirer parti, tandis que celles qui étaient basées sur un plan prévisionnel très fixe, très peu flexible, avaient beaucoup plus de chances d'échouer. Ouais, super intéressant ton point de vue. Effectivement, je pense que dans un environnement très chaotique, en fait, ce qui marche le mieux, quoi, c'est, je veux dire, les entreprises qui sont en mouvement perpétuel et en apprentissage perpétuel, quoi. Et pour reprendre un peu le bouquin de Nassim Taleb là, qui m'a beaucoup plu, c'est vrai qu'il parle de l'effet Lindy en fait pour évaluer la capacité d'une entreprise à survivre dans le temps. Et c'est vrai que c'est cette capacité à durer en fait, parce que finalement le temps fait le tri, le temps sélectionne, si tu veux, ce qui marche en fait, tout simplement, quoi. Et c'est vrai que je trouve ça inspirant en fait comme point de vue, quoi, pour prendre des décisions en fait dans l'entreprise, mais aussi dans sa vie, quoi. Je veux dire, si on veut sélectionner quelque chose qui est bien pour soi, sélectionner des choses qui durent, en fait, je trouve que c'est un choix qui est pertinent. Tu vois. Et pareil dans l'investissement, quoi. Enfin, je veux dire, les meilleurs investisseurs, donc Warren Buffett, en fait, ils investissent dans des entreprises qui durent, en fait. Et je trouve que c'est pertinent, en fait. Je veux dire, comme facteur pour la prise de décision. Ouais. Warren, je crois que Apple doit représenter plus de la moitié de la capitalisation de son portefeuille. Ouais.
Est-ce qu'il y a, je sais pas si tu as des enfants, mais si c'est le cas, et même si c'est pas le cas, imagine des enfants fictifs, est-ce que tu aurais s'il y a une leçon de vie que tu voudrais leur transmettre, ça serait quoi? Alors j'ai pas d'enfant, donc du coup c'est difficile de se projeter dans cette question. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, je peux dire, ce qui est important pour moi, c'est l'ouverture. Tu vois, moi je pense qu'on est tous, alors ça fait un peu, on est tous différents, c'est un peu un discours bullshit, mais non, je pense qu'en fait, on a tous une nature propre, une forme de singularité. Et, je pense que le but d'une existence, pour qu'elle soit réussie, c'est de la découvrir. Et pour ça, j'imagine que si on est parent, il faut être assez ouvert en fait à la singularité propre que peuvent avoir des enfants. Il y a certains qui sont plutôt rationnels et cartésiens, qui font des bons ingénieurs, d'autres qui sont plutôt créatifs, qui peuvent être des bons peintres, et d'autres qui ont des métiers plus ordinaires. Mais être ouvert à ça, je pense que c'est en tout cas très important quand on est quand on n'est pas, en tout cas. Enfin moi c'est ce que c'est ce que j'aurais souhaité de mes parents, tu vois. Plus d'ouverture. Ouais. Ouais, c'est sûr. Bah écoute, c'est une belle, c'est une belle leçon. Tu disais tout à l'heure que tu faisais de plus en plus de vidéos. C'est sur la chaîne YouTube du Café des Guerriers? Oui, c'est sur la chaîne YouTube du Café des Guerriers. Donc effectivement, je fais des vidéos sur les champignons. J'essaye d'ouvrir aussi les thématiques à la santé mentale et et puis faire des contenus qui soient inspirationnels si possible. Parce que je pense que un des problèmes aussi des personnes qui sont stressées, découragées, déprimées, c'est le manque de vision. Tu vois, c'est pour ça que j'avais lancé, j'ai un peu mis ça de côté, mais j'avais lancé un book club juste pour partager des lectures inspirantes que j'ai eues, où j'avais mis notamment la biographie de Napoléon que j'ai lue récemment, là, de Jean-Marie Roire. Et, parce que je considère que justement, c'est un moyen de sortir un petit peu de son petit moi, en fait, rétréci et complètement inintéressant, pour s'ouvrir à quelque chose de plus vaste. Et je considère que ça peut aider, quoi. Encore une fois, je pense que la lecture, c'est vraiment une activité largement négligée, sous-cotée à notre époque, quoi, qui peut vraiment donner énormément d'énergie aux gens, quoi. Cool. Eh ben, écoute, c'est super de participer à ce côté inspirationnel. J'aime beaucoup cette idée de marque média, tu vois, des marques qui soient incarnées, qui soient pas seulement des produits, mais qui soient aussi justement une source d'inspiration, de connaissances, de pédagogie, de partage, et qui incarne sa mission dans ses produits, mais aussi dans ses contenus, dans une espèce de logique un peu symbiotique, autocatalytique, qui fait écho parfait d'ailleurs à notre conversation depuis le début de ce podcast. C'est super, je mettrai le lien de ta chaîne YouTube de toute façon, de ton site aussi, donc le Café des Guerriers. Et puis si tu veux bien me donner peut-être la playlist Spotify de tes contenus musicaux, comme ça permettra aux auditeurs qui le veulent de découvrir tes talents de jazzman. C'est adorable. Je te remercie infiniment, David, pour cet échange, pour ton accueil. Et ta générosité dans l'échange. J'ai appris plein de choses, du coup je te remercie, et je remercie les gens qui nous auront écoutés. Et je t'enverrai tout ça avec grand plaisir en tout cas. Trop cool. Bah écoute, merci à toi, merci pour ton temps. Super content de cette conversation. Et puis j'ai pas encore eu l'occasion de goûter le Café des Guerriers, mais tu m'as dit m'avoir envoyé un petit colis de découverte. Ouais. Donc lorsque j'entrerai chez moi, je vais tester, et puis je ferai un feedback dans ma newsletter. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Substack. J'y partage le fruit de mes réflexions, mes inspirations, les livres que je lis, les podcasts que j'écoute, et puis les produits que je teste. Voilà. Merci beaucoup, Sam. À bientôt. Bye bye.